Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des remplaçants. Vous le savez, durant cette émission, on va évoquer l'actu brûlante, l'actu de ces derniers jours. Et pour ce faire, 3 invités d'exception sur le banc de touche. Aujourd'hui les amis, Sabir Enouni est parmi nous. Nous avons également Morgane Lavergne. Et pour compléter l'équipe, nous avons Nicolas Fradin qui est le plus capé de ce banc de touche. J'espère que vous allez bien les amis. Comment ça va Sabir pour cette première? Ça va. J'étais un peu stressé avant, mais là... Non, ça va, on va te mettre dans les bonnes conditions, ne t'en fais pas. Morgane, première également? Oui, première, mais très très bien. J'ai envie de parler de football avec vous ce soir, donc... Eh ben, tu es au bon endroit, ne t'en fais pas. Au sommaire aujourd'hui, les amis, l'annonce retentissante de Kylian Mbappé. Voilà, en premier lieu, on va parler énormément de cette affaire. Les résultats des équipes françaises en Europe. Cette semaine, on reviendra ensuite sur l'affaire Nsue, les amis, et on terminera par le tour des rencontres à venir, que ce soit en Europe ou en Ligue des Champions CAF. Voilà, sans plus tarder, on va parler du gros dossier, les amis, de l'annonce de Kylian Mbappé. Vous le savez, la semaine dernière, il a fait son annonce aux dirigeants parisiens, comme quoi il voulait quitter le club au terme de son contrat cet été. Il a annoncé aux dirigeants qu'il partait ce jeudi et à ses coéquipiers qu'il partait ce vendredi. Tout indique qu'il ira au Real de Madrid, sans grande surprise. Première question, les amis, on va commencer par Sabir. Sois prêt. Y a-t-il des regrets à avoir sur son passage au PSG, Sabir? Aucun regret. C'est un top joueur. À Paris, il a tout explosé. C'est du jamais vu ce qu'il a fait, que ce soit en Ligue 1. Après, en Ligue des Champions, la finale contre le Bayern, il rate le face-à-face. C'est le seul regret qu'on a sur son passage au PSG. Sinon, Ligue des Champions, Ligue 1, il n'y a rien à dire sur Mbappé. Mais c'est tellement anecdotique, ça veut dire que le seul passage dont on se souvient de lui en Ligue des Champions, c'est finalement ce face-à-face loupé. Et c'est un peu dur de se souvenir de lui comme ça en Ligue des Champions, je trouve. On attendait ça, on attendait la Ligue des Champions. Cette saison-là, Neymar est loin devant sur cette partie. On parle de la saison 2019-2020, voilà. Il me semble, l'année Covid, souvenez-vous, où le PSG arrive jusqu'en finale. Et tombe ça compte pas, non? Ouais. Ça compte pas. Bah si, quand même. Il y a un petit astérisque quand même, je sais pas, on en débattra si vous voulez, il n'y a pas de souci les amis, Otilio n'est pas là, on a le champ libre. Non, après, là on va voir ce qui va se passer après, mais sinon il n'y a aucun regret, même les supporters du PSG, ils sont d'accord, je ne les vois pas pleurnicher quoi. Ah, il n'y a pas de haine, de ressentiment des supporters vis-à-vis de Mbappé par exemple? Il a fait 7 ans. Ah, c'est énorme. C'est quand même beaucoup. Tu regardes ses stats, il n'y a pas une saison où il ne performe pas. Il a eu Neymar dans les pattes, Messi dans les pattes, ça a toujours été le meilleur au PSG. Franchement, il n'y a rien à dire sur Mbappé. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de mal? À part ce plat du pied là, devant Neuer, là, où il fait une frappe. T'en fais encore des cauchemars, j'ai l'impression. Ça a l'air dur à dire. C'était l'année ou jamais, en fait. C'était l'année ou jamais, mais bon, il va aller au Real. Hein. Ouais, c'est sûr. Il va se régaler. Ouais. Ou jamais, cette année, ils vont pas au bout? Non, je les vois pas. Ça, c'est un débat lancé par notre très cher rédacteur en chef Bertrand. Il a dit Paris ira au bout cette année. Ah, il est sûr et certain. Et Mbappé partira en donnant la coupe. Voilà. Vous l'avez entendu ici en premier, si jamais. On l'a dit en premier. Morgane, oui. Est-ce que tu penses qu'il y a des regrets à avoir vis-à-vis du passage de Mbappé à Paris? Moi, c'est la même chose que toi. C'est vraiment la finale perdue face au Bayern. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier dans ce match. Franchement, je vais vous le dire, pendant des années, ils nous ont rabâché. Il faut qu'on aille en finale. Il faut qu'on gagne la Ligue des Champions. Ils y sont. C'était un palier à atteindre. Ils marchent sur tout le monde. Et là, la finale, on a l'impression que tout le monde était éteint. J'ai encore les images en tête. C'était terrible. Donc là, il y a un vrai regret. Et après, derrière, effectivement, Mbappé, il a battu tous les records. Mais pour moi, il a battu tellement de records, il a tellement surclassé tout le monde qu'en réalité, et c'est pour ça que j'attends vraiment son départ de Paris, qu'il a montré une image de Mbappé en Ligue 1, de la Ligue 1, en mode c'est trop facile. En mode, c'est une ligue de chèvres, c'est trop facile de marquer. Aujourd'hui, il est premier. Moi, non. Aujourd'hui, il est premier meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts. Le deuxième a 10 buts derrière, Alexandre Lacazette avec 11 buts. Donc tu te dis, c'est quoi cette Ligue 1 pour Mbappé? C'est trop facile. C'est pour ça que j'ai hâte qu'il aille au Real Madrid, qu'il aille ailleurs et que ce soit aussi facile pour lui, pour prouver que c'est pas la Ligue 1 qui est facile. Voilà. C'est Mbappé qui est trop fort.
Et c'est pour ça que, pour revenir sur ta question, moi le seul regret c'est ça. Après il a tout prouvé, il peut partir tranquille de Paris, je pense que personne lui en veut, il a fait le taf. Et moi j'y crois encore jusqu'au bout, cette année, il peut faire la surprise. Tu fais partie des partisans de Bertrand qui disent que le PSG va aller au bout cette année. Allez, on y croit. C'est dit, ça y est, Morgane est de ce côté-là. La cote est à combien? Voilà, on se renseigne sur la côte quand même. Nico, est-ce qu'il y a des regrets à avoir sur le passage de Mbappé à Paris? Je ferai des regrets de façon plus globale. J'ai du mal à m'attarder sur un match en question, sachant que toute l'équipe était un peu en dessous, même si cette campagne des Ligues des Champions était un peu spéciale en plus. Donc j'ai du mal à tirer des conclusions. S'il doit y avoir déception, c'est justement de ne pas être allé chercher cette Ligue des Champions. Mais pour moi, la déception, elle est plus que sur une finale où le palier, il a été au moins franchi. Il y a eu des choses plus décevantes, comme des huitièmes ou des quarts qui ne sont pas passés alors qu'il y avait moyen de les faire, où les scores au match aller étaient... Alors, il n'était pas là au tout premier, à la première catastrophe, mais après, il était là, il était bien là. De laquelle tu parles, mon cher Nicolas? Il y en a eu d'autres, on n'en parle pas, parce que j'ai pas envie qu'Ottilio débarque sur le plateau, mais il y en a. Voilà, pour moi, je trouve un peu dur de partir sur cette finale-là et de retenir que ça en termes de déception, mais sinon, je trouve que, globalement, son passage, on peut pas être déçu en tant que supporter parisien quand tu vois la performance de l'effectif global depuis plusieurs années. C'est le mec qui surnage un peu. Tu l'as bien dit par rapport au Neymar, au Messi, etc. C'était quand même le joueur qui a fait surnager cette équipe. Ils ont sorti la tête de l'eau souvent grâce à lui. On lui en veut parfois sur des ratés. Quand t'es tout seul à porter une équipe, c'est un peu compliqué. Donc là, forcément, moi, c'est plutôt le constat européen global qui me déçoit, mais c'est pas forcément de son fait, c'est dur de l'atitrer à Mbappé, mais forcément quand t'es en tête, on attend que ce soit toi aussi qui amène ton équipe dans ces moments-là. Maintenant à voir quel palier il va franchir en partant sûrement au Real Madrid, mais c'est vrai que après la Ligue 1, oui, on n'en a pas discuté ici, mon avis sur la Ligue 1, il est tranché, mais pour moi c'est pas c'est pas un top championnat européen. C'est pas au niveau de Mbappé. Voilà, et je pense que c'est aussi compliqué pour lui. On voit qu'il a réussi à hausser son niveau de jeu contre des équipes du top européen, justement. On va voir ce que ça va donner à Madrid avec des joueurs, on en discutera peut-être. Mais la déception, c'est dur d'être déçu, en tout cas de lui en vouloir pour quoi que ce soit par rapport à ce qu'il a fait. Peut-être la manière dont ça a été fait sur les 2 dernières années, le comportement, même si on ne sait pas réellement comment ça s'est passé. En attendant, il y a eu oui, il y a eu non, je pars pas, du storytelling. Tout ça m'embête un peu pour rester poli, mais tout ça de Mbappé, ça m'a un peu déçu. Maintenant, on n'est pas en dessous, on sait pas comment ça se passe, on sait comment ça se passe avec la famille. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est le truc qui me laisse des regrets. C'est son image qui s'est dégradée au fur et à mesure des années auprès de la population. Mbappé, c'était le chouchou, c'était l'enfant des Français. Il a gagné la Coupe du Monde hyper jeune. Et par son comportement, moi, que je trouve... il s'est construit sa personnalité, en fait, mais certains l'ont pas compris. Et je pense que là-dessus, j'ai des petits regrets parce que son image s'est dégradée un petit peu au fil des années. Il y a quelque chose qui ressort de ce que vous dites tout à l'heure, enfin depuis tout à l'heure, c'est qu'il a su s'imposer. Il est arrivé, on le rappelle, suite à la Coupe du Monde, si je ne dis pas de bêtises, il est arrivé pour 145 millions d'euros en prêt en provenance de Monaco, plus 35 millions d'euros bonus. Il y avait beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce jeune Mbappé qu'il était à l'époque. Il a su s'imposer. Est-ce qu'il y a eu une année où il n'était pas le meilleur joueur dans ce PSG? C'est vrai que quand Neymar il arrive, c'est impressionnant. C'est du jamais vu ce qu'il a fait Neymar la première saison quand il arrive pour 222 millions d'euros. Mais Mbappé, il a toujours été là. Toujours performé. Après, il y a eu une période où il a voulu faire un peu plus de responsabilité. Et faire un peu comme Neymar. Je fais des différences, je joue pas en première intention. Il a eu ce petit défaut-là à un moment, mais il était jeune. Mais sinon, il y a rien à dire. Hein. C'est top. Morgane, est-ce que pour toi, il y a eu un moment durant lequel Mbappé n'était pas le meilleur joueur du PSG? En fait, l'arrivée de Neymar, justement, aurait pu lui couper les ailes dès le départ. En mode, merde, je me cache derrière lui, derrière son ombre, etc. Et finalement, il y est allé, je pense, porté par cette victoire et son but en finale de Coupe du Monde. Ça l'a bien lancé, ça lui a donné la confiance en lui qu'il avait déjà d'avant avec Monaco, mais encore plus. Et je trouve que son expérience à Paris, vraiment, ça lui a apporté beaucoup là, pour son avenir qui arrive. Et je pense que s'il n'était pas passé par Paris et avec toutes ces difficultés, sa personnalité serait pas forgée, elle serait pas aussi solide aujourd'hui pour ce qu'il attend pour la suite. Parce qu'il a eu l'opportunité d'aller directement au Real de Madrid, il l'a refusé et il a préféré aller au PSG. Puisqu'il voulait faire un club français auparavant. Tu penses que c'était pour faire ses galons, entre guillemets, gagner
Gagner en crédibilité aux yeux de l'Europe. Je pense qu'il avait, c'est un enfant du pays, hein. Lui, il est parisien, hein, donc c'est chez lui. Il y avait cette fierté-là. Je pense qu'il est aussi beaucoup conseillé. C'est pas que lui, entre guillemets, qui prend les décisions, en tout cas à cette époque-là. Donc, je pense que il voulait absolument jouer Paris parce que c'était chez lui, un peu comme Colomuani quand il est à la partie d'Allemagne, alors que ça se passait très bien. Il voulait retourner chez lui à Paris. Et il y a ce côté. J'ai envie de gagner avec Paris, quoi. Donc il a gagné la Ligue 1 nombreuses fois, la Coupe de France nombreuses fois. Ils ont été en finale de Ligue des Champions. Ils ont presque tout gagné. Donc c'est quand même beau. Nico, même question. Est-ce qu'il y a eu une année depuis que Mbappé est arrivé durant laquelle il n'a pas été le meilleur joueur de ce Paris Saint-Germain ? Bon, c'est compliqué. Après, c'est vrai que l'année où Neymar arrive, il est quand même stratosphérique. C'est le duo en fait qui porte un peu l'équipe à ce moment-là. Mbappé se met au niveau, mais c'est vrai que la saison d'après, il rentre un peu dans des travers d'individualisme qui m'ont un peu déçu. Et c'est vrai que je l'ai retrouvé un peu en dessous parce qu'il a un peu changé son jeu. Et je pense que c'est là d'ailleurs que l'opération des amours est arrivée. Quand il a joué un peu personnel, quand il est rentré dans ses dribbles, il a voulu faire gagner son équipe. Et je trouve qu'il s'est un peu trop identifié à Neymar sur ces actions-là, et que c'est là où il m'a déçu un peu. Allez, c'est pas non plus, c'est une erreur de jeunesse. On parle d'un gamin qui a 25 ans à l'heure actuelle et qui a combien d'années de carrière là déjà, tu vois, il en a eu 8 ou 9 déjà en professionnel, 9, 16 ans il a commencé. Donc attention, ça reste un gamin, il est encore gamin à l'heure actuelle, on l'oublie en fait parfois. Et voilà, c'est cette erreur-là qui m'a un peu déçu sur son passage, c'est cette année-là, l'année d'après, mais au final, sans que ça soit le pire joueur de l'équipe, sans que ça soit vraiment le plus mauvais, il a eu des étincelles de temps en temps, mais voilà, il a eu cette petite saison qui m'a un peu déçu, mais globalement, sur son passage, ça a été lui le plus costaud, quoi. Alors du coup, je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez des regrets vis-à-vis de son passage. Vous m'avez évoqué brièvement les points entre guillemets un peu plus noirs de son passage au PSG. Comment est-ce que l'histoire aurait pu être meilleure entre Mbappé et le PSG, les amis ? C'est la coupe, quoi. Il n'y a que ça, en fait. C'est que ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus ? Donc, il gagne le championnat, il gagne la coupe de temps en temps. Allez, c'est Monaco, machin, parce que c'est comme ça arrive. Montpellier, et puis, et voilà, mais t'as dit quoi ? Ah non, c'est pas... T'as dit un peu Lyon ? Non, Montpellier. Ah oui. Non, c'était pas la bonne année. C'était pas la bonne année. C'était une autre époque. My bad. Mais ouais, non, t'inquiète. Mais voilà, c'est le seul truc qui manque vraiment Mbappé. Et à ce PSG, de toute façon, c'est à l'image de l'ère Qatari et de l'ère QSI. Il manque ce trophée qui est le caillou dans la chaussure. Mais plus que ça, c'est la manière dont ça a été fait. On va pas revenir sur ça. Mais voilà, enfin... Je sais pas si vous êtes d'accord, mais Mbappé, il lui manque ça. De toute façon, il lui manque une Ligue des Champions. Et puis, allez, s'il gagne l'Euro, il aura fini le jeu. Ça sera fini à 26 ans. Et puis voilà. Tu vois. Non, mais bravo, monsieur. Et je veux dire, une Champions League, c'est tout ce qui manquait pour faire que l'histoire soit belle entre le PSG et Mbappé. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même... Je partage pas tout à fait ton avis, Sabir. C'est qu'il y a beaucoup de ressentiment des supporters vis-à-vis de Mbappé. Il y en a beaucoup qui disent il nous lâche, il part gratuitement, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus en fait? C'est ça, Paris, c'est ça. Gagner la Champions League, on lui demande de gagner à lui tout seul le trophée que le PSG n'a jamais gagné. Je veux dire, c'est quand même beaucoup. Après, les gens ils lui reprochent aussi, soi-disant, de choisir les joueurs. Je pense pas qu'il ait choisi tous les joueurs. Skriniar, je pense pas que c'est lui. Ugarte, c'est pas lui. Peut-être Dembélé, Kolo-Muani. Mais sinon, il y a rien à dire sur son passage. Je comprends pas comment on peut le critiquer. Ouais, enfin, vas-y Morgane, mais... Non, mais je pense que de manière générale, un supporter, quoi qu'il arrive, quand son top joueur part, il va forcément pas content, gueuler. Bah, c'est le jeu. Je pense que c'est ça les commentaires qu'on voit surtout, mais dans le fond, tout le monde est content pour lui, quoi. Enfin, ça serait bête de pas lui souhaiter de gagner la Ligue des Champions, que ce soit avec Paris ou pas avec Paris. Et du coup, la plaie, en fait, c'est parce qu'il part gratuit. En fait, c'est ça qui. C'est exactement ça. Il part gratuit, ils économisent un salaire, ils économisent une prime de cette année de l'année. Mais tu sais bien comment les gens sont là, ce qu'ils vont retenir, parce qu'il faut retenir quelque chose de négatif à tout prix. Oui. Donc ils vont se dire quoi ? Bah voilà, il est parti pour 0 €, sans voilà, il va au bout de son contrat. On va pas faire un débat là-dessus, mais il va au bout de son contrat. Tu lui reproches rien. Il est resté, il aurait pu partir depuis longtemps. Il s'est dit allez, vas-y, je reste encore. J'essaie d'améliorer cette équipe, en tout cas d'y participer. Alors, c'est dommage que Tilio ne soit pas là, les amis, parce qu'il nous aurait dit que c'est Mbappé qui a voulu plus de responsabilités, c'est Mbappé qui a ramené un tel ou un tel ou un tel. Il avait l'opportunité d'aller au Real avec un transfert. Mais c'est Paris qui n'a pas voulu, en fait. Il l'a dit. Et lui, il a accepté, il est resté, il a joué le jeu jusqu'au bout.
pour moi, le problème du Paris Saint-Germain depuis le début, en tout cas depuis le départ de Zlatan et cette ère-là, c'est que on mise tout sur un leader, sur une personne. Depuis tout à l'heure, on le dit, ils ont tout misé sur un joueur presque. Alors quand Neymar et Messi sont arrivés, c'était un peu différent, mais c'était presque quand même D'ailleurs, j'étais au Parc des Princes il y a pas si longtemps. Le joueur le plus applaudi, Nantes-Paris. 2-1, c'était intéressant. C'est pas le Parc des Princes, c'est le parc de Kylian Mbappé. C'est des affiches, des drapeaux, c'est Mbappé, c'est son culte, c'est chez lui. Et d'ailleurs, quand il va partir, je me demande comment ça va se passer. Alors il y a le petit nouveau, la Barcola, qui commence à monter, ça va être peut-être le nouveau chouchou. Mais en attendant, là, ça va faire un gros trou pour le Paris Saint-Germain. Même en termes d'image, au-delà du côté football, je trouve qu'en termes d'image, d'argent, de finances, de publicité... Alors tu as lâché un grand nom, mon cher Morgan. Tu as prononcé le nom de Zlatan, et c'est quelque chose sur laquelle je voulais rebondir, puisque je voulais vous demander où se situe Kylian Mbappé parmi les joueurs les plus iconiques du Paris Saint-Germain, les amis. Qui vous mettez devant ? Qui vous mettez derrière ? Enfin, à quel moment vous le mettez ? Top 2, top 3, top 4 ? Franchement, c'est compliqué. Top mais 5. Zlatan, quand il est arrivé, franchement, on dirait qu'il jouait contre des enfants. Zlatan, pour moi, c'est ce qui m'a le plus choqué, moi. C'était l'arrivée de Zlatan. Et puis même son jeu d'acteur... C'était quelque chose, c'était du charisme. Ouais. Chaque conférence de presse. Si tu parles d'icône et de charisme, c'est sûr que c'est Zlatan. Après, malheureusement, le problème de Zlatan, c'est qu'il correspond vraiment à l'ère du PSG, de la loose en Ligue des Champions. Je pense que c'est ça le problème avec lui, quoi. Mais en attendant, c'est sûr que si tu parles de charisme, c'est dur là de choisir une icône, surtout que si tu vas demander à un mec qui est né dans les années 60 et puis à un mec, tu vois, on n'aura pas le même. Forcément, nous, on a vécu cette ère Qatari, on se les mangeait en plein visage et quand ils sont arrivés, on a eu enfin un riche propriétaire en France. Ça a changé l'image du championnat à tout jamais. Et puis on a vu des gens défiler, mais mine de rien, dans cette ère Qatari, ça fait combien de temps qu'ils sont là ? Ça fait je sais même plus, 10-12 ans. 2006, 2007, peut-être à peu près. Et il n'y a pas eu tant que ça d'icônes et de joueurs qui sont ressortis. Même s'il y a eu des Messi, il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Et puis, c'est ça, il y a eu des grands joueurs, mais ils ne sont pas devenus des icônes au PSG. Mais je pense que dans la tête, je me mets à la place d'un Otilio, justement. Je pense qu'on retient plus un mec, par exemple, comme Paoletta. Merci. Mais parce que, en plus, c'est des mecs qui deviennent superstars et porteurs d'une équipe dans une équipe moyenne et pas construite pour aller chercher un énorme titre. Et qui derrière, avec Paoletta, je crois que c'était une de ces dernières années, ils vont chercher la Coupe de France alors qu'ils sont bas de tableau face à l'OM. Alors c'était une belle affiche et ils gagnent 2-1 sur un but improbable de Dorasso, d'ailleurs une frappe de loin. Barthez avait rien pu faire. C'est l'époque où Paoletta martyrise Barthez à chaque fois. Il le lobe, c'est incroyable. Et en fait, ce buteur il était incroyable. Mais justement, en fait, il y avait, excuse-moi, les vraies affiches PSG-OM à l'époque, parce que c'était un peu kiff-kiff et même l'OM était un peu au-dessus à cette époque-là. Donc derrière que Paris gagne à chaque fois, ça c'était dingue. Et merci Paoletta à ce moment-là. Sabir, Paoletta t'a fait réagir. Je t'ai vu bouillonner. Moi, c'est surtout Di Maria qu'on a sous-coté. Meilleur passeur du club. Je trouve que Di Maria, son icône. Le problème de Di Maria, c'est sa personnalité. C'est un grand joueur. Discret. Après, je suis d'accord avec toi. Après, on lui a mis dans les pattes Neymar. Après, on lui a mis dans les pattes Messi. Il a quand même existé. Malgré cette concurrence. Mais c'est un mec qui, justement, par sa personnalité, s'est fait mettre sur le banc à chaque fois qu'il y avait un mec qui avait un plus grand nom que lui, alors que sur l'époque de Ligue des Champions, c'était le plus régulier. Oui, bien sûr. Entre les deux matchs de huitième de finale contre la Real Sociedad, donc, Kylian Mbappé fait sa grande annonce comme quoi il allait partir du Paris Saint-Germain. On ne sait encore pas pour quelle destination. Est-ce que c'est une erreur de timing, messieurs ? Morgan. Justement, je trouve ça très stratégique de sa part et très malin, puisque on a gagné. C'est bon, c'est passé. On a gagné le huitième. Et parce que s'ils perdent derrière, dire je m'en vais parce qu'on a perdu, c'est très moyen. Je trouve. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il attendait une victoire pour justement annoncer. Ouais, voilà. En mode, il sait que je peux encore aller gagner la Ligue des Champions, nanana. Et je trouve que c'est le meilleur timing pour l'annoncer. Le meilleur timing. Pour moi, ouais. Entre deux matchs de huitième. Moi, je pense que oui. Nico. Ça, c'est comme quand tu quittes ta nana
il n'y a pas de meilleur timing en fait, tu vois, il n'y a pas de meilleur moment pour l'annoncer, voilà, si c'est Noël c'est pas le bon moment, si c'est le printemps c'est pas le bon moment, si c'est les vacances d'été c'est pas le bon moment, c'est pareil. En fait il n'y a pas vraiment de meilleur moment, mais je suis pas loin d'être d'accord avec Morgan, celui-là est pas mal, surtout qu'il y a en plus l'Euro qui approche. Ouais, t'es pas d'accord, mais n'empêche qu'il y a l'Euro qui approche, là ça a été acté, bon ça fait plus d'un mois que c'est acté avec le Real, mais en attendant il faut savoir comment ça fait, sachant que rien n'est signé encore en plus, donc là il annonce son départ alors que rien n'est totalement officiellement signé, et mais parce que oui le timing est assez bon, puis il est pas bête, il sait aussi que traditionnellement les huitièmes de finale c'est compliqué pour le Paris Saint-Germain, donc ça se trouve ils sont sortis dans 15 jours, tu vois, donc il y va maintenant, ils ont gagné, ouais je trouve ça pas mal aussi, je trouve ça pas mal. Et je trouve ça même très correct puisque ça laisse le temps, vu qu'il part gratuitement, ça laisse le temps au PSG de se refaire, d'être sûr qu'il parte cette fois-ci, parce que tous les ans c'est la même rengaine, je pars pas, je t'aime moi non plus. Là c'est sûr, ça laisse le temps au Paris Saint-Germain de se construire une équipe. D'ailleurs c'est ce qu'a dit Luis Enrique après la victoire face au FC Nantes, il a dit on va utiliser le championnat pour améliorer la façon de jouer. Bon, il a dit on va peut-être manquer un peu de motivation d'avoir un rival plus proche, parce que Nice est hyper loin derrière, donc il s'embête un petit peu. Voilà ce qu'a dit plus ou moins Luis Enrique en conférence de presse, mais en gros ils vont profiter de cette fin de saison pour reconstruire une équipe. Alors peut-être du coup Mbappé va peut-être avoir moins de temps de jeu, peut-être, pour laisser place à une autre type d'équipe, parce que finalement il n'a plus rien à faire. Mais ils sont presque champions. Mais après, je pense que le PSG le savait déjà. Je pense qu'il travaille déjà sur l'après Mbappé. Il parlait d'Osimhen et de Raphaël Leao. Après, pour les supporters de Paris, il faudra être indulgent avec les nouvelles arrivées, parce que Mbappé, quand même, ils ne vont pas l'oublier comme ça. Mais je pense qu'ils ont déjà des coups d'avance sur le mercato de cet été, je pense. Alors c'est très intéressant, mon cher Sabir, ce que tu viens d'évoquer. Il y a 2 remplaçants potentiels pour l'instant, c'est Leao et Osimhen. Du coup, laquelle de ces 2 recrues vous hype le plus pour le Paris Saint-Germain? Osimhen. Sabir, dis-moi. Osimhen. Pourquoi? Après Haaland, c'est le meilleur neuf pour moi. Je vois pas le rapport entre les 2 joueurs déjà. Non, mais en numéro 9. Ouais, ok. Parce que à gauche, ils ont déjà Barcola. Merci. À droite, ils ont Ousmane. En fait, ce qui manque, c'est le 9. Parce qu'Mbappé, même en 9, c'est plus un attaquant côté gauche. Moi, mais du coup, pourquoi choisir entre Léao et aussi, je comprends pas. Déjà, parce que si tu prends Léao, Barcola, on en fait quoi? Parce oui, que d'accord. Léao, non, mais là, le PSG, ils hésitent entre Léao et Osimhen. Non, je comprends pas. Ils veulent les deux. Ah, d'accord. Voilà, ils veulent les deux. Mais si tu prends Léao, Barcola, comment il va exploser? Parce que là, Barcola, il fait des bons matchs. Ouais. Tu prends Léao, tu vas le payer combien? 150, 170 millions. Donc il va jouer. Barcola, on en fait quoi? Et donc Barcola, tu mets qu'un joueur à gauche. Il n'y en a qu'un. Non, mais. Alors que tu veux jouer la Ligue des Champions. Je me permets, Kolomuani, pour moi, il est toujours mal placé. Sa place, c'est à gauche. C'est là où il est plus dangereux. Ils le font quasiment jamais jouer à gauche. À chaque fois qu'il est à gauche. Même à Nantes, rappelle-toi. Oui, non, mais il est très dangereux. Il est meilleur. Oui, il le fout tout le temps au milieu. Ça sent un peu le flop. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est l'exigence. Il l'a dit en interview plusieurs fois. Et tu parlais d'exigence tout à l'heure des supporters. Mais il faut se rendre compte que c'est pas des robots, les mecs. T'arrives, c'est pas de sa faute si le PSG l'a payé si cher. Oui, mais tu te mets à la place d'un supporter. Mais on s'en fout de l'argent. Oui, mais il est quand même dans le top. Et c'est le 2e meilleur buteur du PSG. Et aujourd'hui, tout le monde, il s'en prend plein la gueule. Mais je sais pas s'ils se rendent compte, les gens. Alors c'est vrai que c'est une erreur pour moi de l'avoir pris. Pourquoi c'est une erreur? Parce que comment tu peux te dire qu'un joueur qui déjà dans une équipe très moyenne comme le FC Nantes surnage sur une saison, et d'ailleurs il tape le PSG à lui tout seul au parc ou à la Beaujoire, je sais plus Morgan, mais enfin bref, et derrière à Francfort il confirme en équipe de France. Putain, c'est rentré, elles sont, pardon pour les mots d'oiseau, mais c'est rentré, elles sont correctes. Se tromper, enfin comment tu peux te dire? Et ils l'ont pris, ils l'ont acheté, tu t'es dit, ils se sont trompés. Comment tu fais? C'est impossible. Moi, je serais pas parti sur ce genre d'attaquant-là. Et tu serais parti sur qui? Moi, après, j'en passe pour Osimhen. Pour moi, c'est Osimhen. Voilà. Pour moi, Osimhen, PSG. Pourquoi? Parce que tu veux un pur neuf, quoi. Un pur neuf, il sait tout faire. Je suis d'accord pour le positionnement, puisque du coup, c'est pas son rôle. D'ailleurs, ils le mettent en équipe de France au même rôle. Et en équipe de France, il fait les mêmes erreurs. Il se retrouve qu'à mettre des buts de raccro, c'est ce qu'on dit souvent. Des buts, mais c'est dur à mettre, les buts de renard de surface. Faut être toujours placé. Et à chaque fois, on dit ouais, il met des buts pourris, moches. Il faut les mettre. Mais c'est pas son rôle de base, donc il s'adapte. Et c'est ça qui est vraiment frustrant même pour lui. C'est là où effectivement où est l'erreur, parce que ils l'ont pris, mais pas à son vrai poste, pas là où il est le meilleur. J'ai l'impression qu'ils l'ont pas analysé avant. Ils se sont dit ok, c'est le mec le plus décisif de Bundesliga.
dans les passeurs et buteurs additionnés, et puis voilà, ça va le faire. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Et donc du coup, c'est là où il y a peut-être une erreur, effectivement. Et il l'a dit en interview. Il est triste de tout ce qui se passe, hein, lui le premier. Le mental, hein, c'est difficile. Donc flop peut-être, mais j'espère quand même pour lui que ça ira mieux, quoi. Parce que derrière, surtout que l'année n'est pas terminée, et puis faut lui laisser plus de temps que ça, quoi. Tu vois, il y a encore une autre saison à venir. Faut qu'il joue, Colomani, il faut qu'il prenne confiance. Enfin, lui aussi, quel âge il a, Randall, il est hyper jeune. Tu vois, il y a encore du temps. Je pense qu'il faut lui laisser sa chance avant de dire que c'est un flop. Après, c'est sûr que là, on est forcément déçu parce qu'on en attend beaucoup de ce joueur, parce qu'il a montré des choses. Même son entrée au mondial est convaincante. C'est lui qui change un peu le visage de l'équipe devant. Donc, forcément qu'on en attend, mais je pense qu'il faut mettre un peu la pédale de frein, entre guillemets, tu vois, faut appuyer un petit peu et puis se dire qu'il faut être patient avec ce genre de joueur. Et il vient d'arriver, il a fait Nantes, il faut qu'il digère tout ça. C'est un gamin, hein, c'est un gamin. Est-ce qu'il aura de la place ? Est-ce qu'il aura de la place du coup quand Mbappé va partir ? Plus de temps de jeu peut-être ? Parce que ça va dépendre de qui vient. Mais est-ce que tu penses qu'il est Luis Enrique compatible ? C'est ça aussi. Par rapport au coach que t'as. Compatible. Oui, mais... Après, Luis Enrique, il peut très bien dire j'en veux pas, tu vois. Bah oui, comme il fait avec Gonzalo Ramos. Comme il fait avec Gonzalo Ramos, voilà, il en veut pas, il en veut pas. Au moins, ça se voit, c'est clair. Oui, Gonzalo Ramos, ça se voit. Colomani, il le fait jouer, ça se voit qu'il a envie quand même de le faire intervenir. Maintenant, c'est vrai que son profil, comme disait Morgan, Barcola en ce moment, parce que t'as raison, en vrai, Randall, son truc, c'est sur un côté, il a toujours fait les différences comme ça. Il était même plus efficace devant le but en arrivant d'un côté, etc. Quand il rentre, il est meilleur. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux faire là ? C'est sûr que Barcola... Et pourtant, il est 8e meilleur buteur de Ligue 1, deuxième meilleure équipe du PSG, 16 matchs à son actif, contre par exemple 20 pour Mbappé et Lacazette 19, donc il a un meilleur ratio. Donc, et pourtant, on continue à lui cracher dessus. Mais après, parce qu'il y a un niveau d'exigence dont tu parlais tout à l'heure. Mais il faut se mettre à la place du PSG quand même. Ils ont eu des Ibrahimovic, ils ont eu des Di Maria, ils ont eu du Neymar, ils ont eu du Mbappé, tu vois. Mais donc là, tu prends Colomani, il arrive, oui, mais pour un supporter du PSG, pour moi, 80... Après, la somme, on s'en fiche parce que c'est leur argent. Mais ça, c'est de la confiture au cochon. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est depuis que le Paris Saint-Germain est ce qu'il est devenu, il y a des grands joueurs qui viennent. Donc maintenant, on attend de chaque joueur qui arrive que ça soit une superstar internationale qui pète les records. Au final, t'as beau faire venir même Messi, il peut pas le faire. Et on va emmerder Randall Colomani, qui est un gamin, qui a encore tout à prouver. Il lui faut un peu de temps. Neymar, il a fait le zinzin pendant 2 années, et puis après, il a mangé au McDo, machin. Et on lui cherche quand même on l'a dit, mais Neymar, l'année prochaine, ça va le faire. Allez, oui, après, il avait un passif. Je suis d'accord. Neymar, il a démontré. Mais Randall aussi, c'est pas parce qu'il est nantais que je le défends comme ça, mais n'empêche que il a montré avant aussi. Et on a vu dans sa rentrée en finale, encore une fois, c'est un gars qui est capable d'élever son niveau. C'est un gars qui, en Allemagne, l'a fait aussi contre les plus grands, hein, le Borussia, le Bayern et tout. C'est lui qui a fait gagner Francfort. Donc, il est capable de faire des différences. Le placement, tu l'as dit, la confiance, ça va venir. C'est pas en lui rentrant dedans que ça viendra, quoi, tu vois. C'est un gamin et ça va finir par venir. Vous allez voir. Ça va aller. Et puis son but de raccro en finale de Ligue des Champions, vous serez bien content de l'avoir. Voilà, exactement. Comment ça contre le Maroc. J'annonce. C'est pour ça, c'est parce qu'il a marqué contre le Maroc. Voilà. Non, mais franchement, je le voyais pas au PSG. Tu vois, il est à Nantes, il part libre. Il y a qui est sur lui en fait ? Il y a Francfort. Quel grand club a été sur lui ? Alors, Francfort, ça faisait très très longtemps qu'il suivait. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, c'est un vrai choix de sa part. Le Bayern était chaud sur lui, mais il a préféré Francfort parce que justement, il le plaçait dans un système de jeu qui lui convenait le mieux. Mais on est parti sur Colomani au lieu de Mbappé là. Non. Oui, c'est vrai que moi je laisse jouer, mais à tout moment, les amis. T'as raison. Et à l'époque, Randall est quand même très convoité et il choisit l'étape, la première marche. En fait, il a choisi de façon intelligente, la preuve. Après, celle-là, on en jugera plus tard. Mais je pense qu'il faut lui laisser du temps, vraiment lui laisser du temps. Alors, pour revenir à Kylian Mbappé, si vous le voulez bien, messieurs, Mbappé, c'est quand même 7 ans au PSG. Non, commence pas. Mbappé, c'est quand même 7 ans au PSG. Il arrive en prêt pour 145 millions d'euros, plus 35 millions d'euros bonus en provenance de Monaco. On s'en souvient, c'était en 2018. Il va repartir en étant le meilleur buteur du club avec 244 buts, toutes compétitions confondues. La série est toujours en cours, hein, il n'a pas terminé son parcours au PSG et il a
Alors, je vais pas dire le nombre de passes décisives. Ça sent le quiz. Ça sent le quiz, hein, les amis. Mais il a 10 passes décisives de Sušić, qui a fait 9 saisons au PSG et qui est le second meilleur passeur du Paris Saint-Germain. Non, si, je suis obligé de vous donner les passes. Il en a 93 et Sušić en a 103. Les amis, est-ce que Mbappé peut-il aller chercher cette place de second meilleur passeur du PSG avant la fin de la saison ? Oh bah si, ça Il y a 10 passes décisives d'écart entre lui et le second. Il reste combien de matchs là 10 passes, c'est énorme quand même. C'est énorme. Ouais. Après, voilà, ça dépend peut-être d'un parcours en Ligue des Champions et certaines personnes le voient aller très loin en Ligue des Champions cette année. Mais c'est pas meilleur passeur du championnat, t'as dit là Non, du club, record du club, mon ami. Ah non, rien à voir. Donc il y a la Coupe de France, il y a Exactement. la Ligue des Champions. Il y en a des matchs. Ouais. Il en est capable. Hein. Pourquoi pas. Il va peut-être forcer un peu d'ailleurs. Ça va être compliqué d'aller chercher Di Maria qui a 118. On checkera Il est là-bas. capable de forcer un peu pour l'avoir le record, non? Mais il le connaît ce record-là. Tu penses qu'il a son petit calepin J'en suis sûr et certain. Il est peut-être pas au niveau de Nicolas, au niveau des stats, je pense mais sa mère, c'est elle lui quelqu'un dit, qui est très à mon cheval. coco, là, il est à 10, tu vas faire quoi? Tu vas partir comme ça? Donc il va dire, attends. Il va se retrouver devant le but, il va attendre Randall et il va lui glisser et voilà, terminé. c'est ça. Pourquoi Randall? Pourquoi pas Bradley? Je sais pas. Ah non, Hernandez, il est lancé, il a marqué ce week-end. Ah oui, voilà. Donc vous pensez que c'est un record atteignable pour Mbappé? Du coup, oui. Il lui manque que 10 passes en fait. Ouais, il est capable. Je dis pas, ouais. Il doit rester plus d'une vingtaine de matchs. Ouais. Ouais, c'est jouable. C'est jouable, d'accord, c'est jouable. C'est ce qui ressort de ce plateau en tout cas. Est-ce que, connaissant la mentalité de Kylian Mbappé, les amis, pensez-vous qu'il a déjà la tête ailleurs ou qu'il donnera tout jusqu'à la fin pour le club parisien, les amis? Il donnera tout. Il donnera tout pour laisser la meilleure image possible en France et pour le PSG. Il va rester pro, ouais. Sûr et certain. Morgane. Il l'a montré face au FC Nantes ce week-end en tirant le penalty et en marquant et avec un grand sourire. C'est vrai que durant le match contre le FC Nantes, excuse-moi mon cher Morgane, c'est qu'il était remplaçant, il est rentré et il a marqué. Je veux dire, c'est quand même une force de caractère à noter. Les gens avaient un peu peur parce que quand il est arrivé au stade, peut-être c'est une stratégie de com, il est arrivé en tirant la gueule, quoi, très clairement, excusez-moi pour l'expression. Et puis, ça joue. Arrivé sur le terrain, on s'attendait à ce qu'il fasse la tête parce qu'il ne jouait pas. Et grand sourire sur le terrain, et quand il a marqué encore plus évidemment, et il a montré justement que tout se passait bien avec le Paris Saint-Germain et tout se passera bien jusqu'au bout. D'ailleurs Luis Enrique l'a dit en fin de rencontre, avec Mbappé on s'entend très bien, il n'y a aucun problème. Donc voilà, tout est dit. Nico, la question c'était est-ce qu'il va rester pro jusqu'à la fin de la saison ou alors il a déjà la tête au Real? En plus, encore une fois, il y a le moment où il annonce, mais son départ, il est acté dans sa tête depuis un petit moment, et on a vu que il était à fond, hein, et on a vu aussi sur ce match contre la Sociedad où c'était acté aussi. Lorsqu'il prend la parole, voilà, on a vu sa prise de parole intelligente aussi d'ailleurs, la façon dont il est concerné. Il pense déjà au match retour, il parle tactique, etc. Comme on le disait l'autre fois dans le débrief, c'était limite lui le coach, hein, la façon dont il a débriefé. Peut-être un peu exagéré cette fois-là. Parlait, oui, mais c'est parce que la façon, c'était comment il s'appelle Rudy. C'était Rudy qui a dit intelligemment. Vous avez vu, Marquinhos a dit le coach nous a dit, la coach nous a dit, le coach nous a Exactement. dit. Mbappé, il arrive, il dit moi je pense que tactiquement on doit faire ça, pas. C'était pas le même truc. Donc il est impliqué toujours. Et puis on a vu de toute façon sur son match de Ligue des Champions qu'il était là. Et puis c'est pas le genre de gars. En fait, il est trop attaché justement à son image de compétiteur, de joueur de foot pour lâcher. Il va tout donner. En plus Paris, tu l'as dit Morgane, c'est son club. Il va essayer jusqu'au bout de l'emmener le plus haut possible. Il est pas bête. Il est comme nous. Je pense que aller chercher un titre européen cette année, ça serait un truc de dingue. Même s'il connaît les capacités, lui, il le dit. Des fois entre les lignes de cette équipe et ses limites, mais bon, je pense qu'un mec comme ça, tu étais obligé de lui faire confiance jusqu'au bout, quoi. Alors justement, Kylian Mbappé va sûrement aller au Real de Madrid, les amis. Non, mais on veut pas se risquer, mais bon, il y a quand même, au bout de 99% de chance, on commence à prendre des certitudes. Il va arriver dans un effectif très garni, avec notamment un cher Vinicius Junior, les amis. La question va porter à débat, je vous le préviens. Vas-y. Il n'y a aucun débat. On est chaud. Il n'y a aucun débat. Oh, ça veut dire qu'il me sent arriver à des kilomètres. Mbappé, il va tout exploser au Real. Entre Vinicius Junior et Mbappé, qui est le meilleur joueur de football? Mbappé, mais de loin. De loin? Mais de loin. Mbappé, c'est tous les 20 ans que tu as un joueur comme Mbappé. Je crois qu'on ne se rend pas compte, en fait, du joueur que c'est Mbappé. En Liga, là, avec tous les espaces,
il va se régaler. Il n'y a aucun souci à se faire. Mbappé est dans une autre planète. Pour moi, hein, il est sur une autre planète. Vinicius, c'est quand même un excellent joueur. C'est pas comme Mbappé, c'est un tueur à Il y gages. a un monde entre les deux. Pour moi, c'est un tueur à gages, Mbappé. Il va arriver à Madrid, il va tout exploser. Malheureusement, moi, je suis du Barça. Je pense que là, le Barça, pendant longtemps, ça va être dur. Ça va être une époque un petit peu creuse, je pense. Ça va piquer un petit peu. Morgane, ton avis sur le débat Vinicius contre Mbappé? En fait, on l'a dit tout à l'heure, avec ses 7 ans au PSG et son parcours à Monaco avant, Mbappé, il a pu prendre des grades, il a pu se forger à travers les victoires, à travers les défaites, ce qui fait de lui un joueur complet dès ses 25 ans. C'est ici, il a 25 ans, dès aujourd'hui. Exactement. Et Vinicius Junior, du coup, pas encore. Et ça se voit d'ailleurs dans ses statistiques. Là, il est 18e passeur de Liga, buteur de Liga, pardon, passeur, j'arrive même pas à trouver le classement. Donc, il est pas décisif autant qu'Mbappé, donc forcément au Real Madrid. Je doute que Mbappé va s'effacer face à lui, même si aujourd'hui Vinicius Junior fait très bien avec Madrid, mais voilà. Mais les gars, il a eu Messi dans les pattes, il a eu Neymar dans les pattes, il était là. Mais Vinicius, ça n'a rien à voir. Ça, même au niveau international, on joue en match de sélection et tout, c'est même pas comparable pour moi. Là, il va arriver au Real, c'est Vinicius qui va travailler pour Mbappé. C'est sûr et certain. Il n'y aura pas d'autre choix. Et en plus, il aura Ancelotti. Donc là, ça va être... franchement... Nico, Vinicius Junior contre Kylian Mbappé. Tu vois un monde entre les deux comme le CR? Je vois pas un monde. Je vois quand même un Vinicius qui porte son équipe. Merci. Surtout la saison dernière. Attention, cette saison, elle est bien différente que les saisons Jude Bellingham qui a pris le relais. Avec l'arrivée notamment de Jude Bellingham, mais qui, quand tu observes la saison pour le coup, je suis plus pro Madrid que Barça, et je suis de très près la Liga. Et honnêtement, sans ce Vinicius, le Real Madrid aurait beaucoup plus galéré les saisons précédentes, et ils ont quand même galéré. L'arrivée de Bellingham, tu vois que Bellingham, il suit souvent des actions qui sont créées par Vinicius. J'ai juste un peu peur du conflit. Je sais pas comment ils vont jouer avec ces deux joueurs-là. Ils vont jouer à deux devant, mais Vinicius, il joue à gauche. Qui va sauter au Real pour l'arrivée d'Mbappé? Rodrigo et Roselu, de temps en temps, pour sortir du banc, quoi, va peut-être rester, mais de ce qu'on entend, il lui demande déjà à partir. Donc, il sent déjà que ça sent pas très bon. Après, je pense que Madrid ne fera pas que Mbappé, mais on verra bien ce qui va se passer. Mais j'ai du mal à mettre Vinicius aussi bas que toi, tu vois, par rapport à Mbappé. Oui. Mbappé est un très grand joueur, mais attention, là où la différence est faite, pour moi Vinicius, il a porté le Real, il porte encore le Real aujourd'hui. Il suffit de regarder les dernières rencontres, niveau statistiques, etc. Il est là, plus qu'un buteur. Attention, il ne faut pas s'attacher que aux statistiques, c'est les différences qu'il crée dans l'équipe, clairement, et qui fait dans les défenses en face. Là où je fais la différence entre les deux, c'est Vinicius n'est pas, par exemple, une référence dans son équipe nationale, par exemple, tu vois. Là où Mbappé est déjà une grande référence. Hein, et le capitaine à 25 ans, c'est le capitaine. Il l'a pris entre guillemets à Antoine Griezmann, qui aurait largement mérité de l'avoir. Et malgré que tout le monde le dise, personne ne conteste vraiment le fait. Ça veut dire que ça y est, il a sa place. Vinicius, quand il est au Brésil, il y a encore des joueurs qui lui passent devant, quoi. Donc voilà. Donc à voir. J'ai du mal à être aussi catégorique sur il va tout exploser en défense. Attention, hein, l'Espagne, c'est vraiment un championnat compliqué où les mecs en face ne font pas sortir le ballon. Je sais que vous êtes habitués à la Ligue 1, les gars, mais là, tu peux avoir des phases de jeu de 10 minutes où le ballon, il sort pas du terrain. Et quand tu te fais balader par Rétafé, par machin et tout, que tu ne peux pas avoir le ballon, ça agace aussi. J'attends de voir sa réaction et mentalement comment il va survivre à cette Liga-là et à son intensité technique, tu vois. Moi, j'attends juste de voir, surtout avec Ancelotti, quoi. Parce qu'en club, sans manquer de respect au coach qu'il a eu, il n'a jamais eu un coach comme Ancelotti. De la carrure d'Ancelotti. Il est arrivé trop tard. Parce qu'Ancelotti a déjà entraîné le Paris Saint-Germain, on s'en rappelle. Juste pour conclure le petit onglet sur Mbappé, enfin le petit onglet, non, on a fait pas mal de temps. À la fin du discours de Kylian Mbappé aux joueurs, voilà, il a annoncé qu'il partait, que ça y est, à ses coéquipiers, il leur a annoncé. Lorsque Luis Enrique s'est tourné vers Ethan Mbappé, il lui a dit alors, et toi? Ethan Mbappé lui a répondu, non, moi, je reste. Est-ce qu'il y a moyen, très rapidement, d'intégrer Ethan Mbappé dans la rotation du PSG, les amis?
Ça a l'air très compliqué là. Je sais même pas quoi dire. Non, mais- Je sais pas quoi dire. J'ai du mal à évaluer le niveau d'Mbappé, Ethan. Personnellement, les gars, je suis désolé. C'est pas que je m'en fous, mais je pense que en fait, je ne sais pas évaluer le niveau d'Ethan. Je vous laisse là-dessus, les gars. On parle du PSG quand même. On parle de la Ligue des Champions. Non, mais j'ai pas dit est-ce qu'il va faire oublier son frère. Je suis pas allé déjà, jusque-là. c'est pas le même poste déjà. Ouais. Non, donc. Non. Non, mais c'est désolé pas ça. pour toi, mais clairement. J'entends Non, par là mais ça va avec Ethan Mbappé, il a déjà joué un petit peu. Si il était si bon que ça, comme l'était son frère à l'époque, par exemple, il jouerait avec le Paris Saint-Germain. Ouais. Il jouerait quelques minutes, Comme 5, 6 minutes, voilà. Mais là, ils le font pas. Donc c'est qu'il y a une raison pour le moment. Là faut peut-être qu'il y a besoin de temps, de mûrir, Oui, c'est ça. Voilà. Faut pas qu'on soit aussi justement qu'on fasse la comparaison avec son frère. Sinon, Oui, voilà, sinon il est c'est mort pas dans juste. l'œuf, hein, c'est compliqué là. Il est mort dans le Et film. Hein. Voilà, c'est ça Parce exactement. depuis tout à l'heure, on parle peut-être d'un des potentiels meilleurs joueurs de l'histoire du PSG. Donc le comparer. Surtout, on parle d'un Luis Enrique qui a beaucoup fait tourner son milieu de terrain ces dernières semaines, notamment avec Fabien Ruiz, qui on l'a vu même faire des changements tactiques pendant la Sociedad, machin. À aucun moment, il préfère faire un changement sans faire de changement. Je sais pas si tu te souviens, face à la Sociedad, il met Ruiz, Vitinha était devant Fabien Ruiz, il change et ça change tout le match. Il met Fabien Ruiz en pointe gauche et Vitinha derrière, ça change le match, mais à aucun moment il se dit je vais faire entrer Ethan Mbappé. Je sais même pas s'il était dans le groupe, il était dans le groupe. Mais voilà, donc je pense que c'est pas d'actualité en tout cas. On va évoquer le parcours. Voilà, on clôt ce dossier Mbappé. Si vous le voulez bien, messieurs, à moins que vous ayez d'autres choses à dire sur le sujet. Moi, je voulais parler quand même du parcours des équipes françaises en Europe, notamment le PSG qui s'est imposé 2-0 contre la Real Sociedad. Ça sent bon, non, pour le match retour, les amis, non ? Oula. Sabir. Oui, attention, mais c'est un 8e de finale, ça se joue. En fait, si Luis Enrique fait pas le philosophe et qu'il commence à inventer des Beraldo à gauche, voilà, c'est ça. Sinon, incroyable, ça va passer pour Paris. Moi, je suis confiant. Il faut juste pas qu'il fasse le philosophe, Luis Enrique. Mais non, ça va passer. Morgane, ça passe. Ils ont montré un visage solide. Ils ont même là dans la continuité, même si c'était que le FC Nantes en face, il y a eu des grosses occasions ce week-end. Ils ont eu même Donnarumma impressionnant. Il est solide. Je sens que dans les têtes c'est bon et que là ça passera pour le 8e. Après avoir le tirage pour la suite. Mais Nico. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs ce qu'ils ont fait au match aller, même s'ils n'ont pas fait un grand match. Ils ont plié un moment, ils se sont fait un peu surprendre par le pressing très très haut de la Sociedad. Et au final, ils ont été solides et à l'image des grandes équipes pour le coup, même en subissant sur les quelques coups de boutoir, ils ont réussi à piquer la Sociedad et à marquer. Donc bon, on va pas faire les fanfarons parce qu'on sait très bien comment ça se passe avec ce club. On va pas dire d'avance c'est fait, mais en tout cas un grand pas. Vaut mieux être à la place du PSG qu'à la place de la Sociedad avant ce match-là. Largement. Il y a eu aussi un autre match que tu as eu l'honneur de commenter. Tu peux nous redonner le nom de l'émission, du coup, mon cher Oui, ça va. Alors, ça s'appelle, à partir de ce soir, ça s'appelle Dans le match. C'est le live qu'on va vous proposer. On va vous proposer des lives tout au long de cette fin de saison déjà, notamment sur les matchs européens. Donc là, on s'est fait un petit plaisir avec Shakhtar OM et on vous donne d'ailleurs rendez-vous ce soir pour le Brest Olympique de Marseille. Mais voilà. Je te laisse continuer. Oh, merci mon cher Nico. Non mais il faut rappeler le nom de l'émission et ça ne me venait plus. Shakhtar Donetsk 2 partout contre l'OM avec un drôle de scénario. L'OM qui prend l'avantage, tu l'as vécu en live. 2-1 dans les dernières minutes et il se fait finalement remonter au score dans les dernières secondes du match. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet pour ce match retour, les amis, concernant l'OM? Là, c'était un match nul. On aurait dit une défaite en fait. Ils étaient pas... Franchement, j'ai pas compris. Donetsk, ça fait combien de temps ils ont pas joué? Ils jouent pas chez eux. Le 8 décembre 2023 en amical. On aurait dit une défaite à la fin du match pour Marseille, mais ça va passer au match retour. Normalement, au Vélodrome, ils vont faire le travail, ils vont gagner. Après ce tour-là, je les vois pas aller plus loin. Nico, Shakhtar Donetsk 2 partout contre l'OM.
Ouais, oui, après Le match il retour, y a ça... tout ce qui englobe en plus cette équipe du Shakhtar qui joue là en Hambourg sur ce match-là. On sait très bien la situation du pays, etc. C'est un match particulier. On aurait dit quand même que le Shakhtar jouait à domicile, notamment dans les intentions. Mais l'OM a eu 2 fois le match en main, notamment à la fin. On rappelle qu'il marque à la 90e, que sur le changement de Gattuso qui fait rentrer un défenseur, personne n'est placé, centre, but. Je suis quand même un peu inquiet pour le match retour. Il faut faire attention. Heureusement, c'est au Vélodrome, j'ai envie de te dire. Mais avec le problème, c'est que cette équipe est illisible, en fait. C'est-à-dire qu'elle est capable d'aller chercher un score, d'aller chercher une vraie action de but. Les buts de l'Olympique de Marseille sont beaux, sont bien faits, mais à l'image de Jonathan Klaus. Voilà. On va faire une image là-dessus. Son centre, il fait la différence sur l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille, sur le but d'Aubameyang, c'est lui qui centre, c'est lui qui fait la diff, et derrière c'est lui qui fait une énorme boulette 5 minutes après, quoi, et qui permet au Shakhtar d'égaliser. J'ai du mal à analyser ce que veut Gattuso de cette équipe, donc je sais pas pour vous les gars, mais j'ai du mal à me projeter sur le match retour. Pour moi l'OM est plus fort que ce Shakhtar, mais tactiquement je sais pas où ils vont. Mais c'est fébrile, c'est hasardeux, c'est pour ça que là si je devais parier pour le match je saurais même pas quoi mettre, je te promets. Ça pourrait avoir 3-0 pour le Shakhtar, hein. Ouais, ce serait pas surprenant non, finalement. Non. Aucun résultat. Ouais, bon, au-delà de 3-0, c'est quand même surprenant. Mais... Ouais. Mais c'est vrai qu'on comprend rien. Comprends pas. Quand tu regardes le match, tu comprends rien en fait. Non, je crois que j'ai lu une conférence de presse durant laquelle Gattuso disait qu'il ne savait pas comment faire jouer d'accord, lui, cette équipe. Il sait pas non plus du coup. Ouais, c'est ça. Ok, bah voilà. À checker, je checkerai moi-même. Mais il sait pas non plus, c'est pour ça qu'on n'a pas compris. Mais tu vois, c'est clair que il fait rentrer Meïté, ce changement défensif. Personne n'est placé sur l'engagement et les mecs marquent sur l'engagement parce que c'est marqué 90 et 93, mais c'est juste parce qu'ils ont fêté leur but pendant 3 minutes. Parce que le but, il vient vraiment quasiment sur l'engagement, sur Zurkov. Ça fait 93 minutes qu'il joue, qu'il se prend la tête avec Balerdo et tout, on le laisse tranquille alors qu'il a mis que des centres dans la surface. Depuis le début, on le laisse tranquille centré, il y a but. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas cette équipe alors qu'ils sont capables de faire des éclats. On les a vus même en poule. Attention, ils sortent deuxième, mais on a vu des beaux matchs face à Brighton, face à l'Ajax. Ils sont capables de tout, du pire comme du meilleur. Donc, écoute, ils vont jeter la pièce, hein, puis on verra bien de quel côté elle retombe, quoi. Morgane, tout à l'heure, tu évoquais un 3-0 potentiel pour le Shakhtar. Il y a eu également un 3-0 durant cette semaine. C'était l'AC Milan qui a collé 3-0, les amis, au Stade Rennais. Est-ce que c'est déjà fini pour les Rouges et Noirs ? Ah bah Julien Stéphan, il a été très clair en conférence de presse. Ce qui nous intéresse, c'est le championnat maintenant. Enfin, il a dit plus ou moins. Et ils l'ont fait ce week-end. Ils ont gagné contre Clermont tout à l'heure 3-1. Donc top. Et ils sont 7e de Ligue 1, donc pas encore européens. Il y a du monde en face, surtout qu'ils enchaînent là avec Paris, Lille, Marseille, Monaco. Donc ça va être tendu. Mais du coup, en ce qui concerne la Ligue Europa. Concernant la Ligue Europa, enfin moi, ce qui m'attriste pour eux, c'est que avant le match, vu que c'est une grosse affiche, je vous en ai parlé un petit peu en avant-match, le club a acheté la dernière de couverture de la Gazzetta, qui est un des plus gros médias italiens, avec un beau visuel d'un Rennais dessus, et il y a marqué tout donné jusqu'à la dernière minute. Et ben jusqu'à la dernière minute, ils se sont pris 3-0. Voilà. Et donc du coup, ce qui est très drôle, vous avez pas la suite de l'histoire, c'est que la Gazzetta a répondu le lendemain. Du coup, dans son journal, ils ont démonté les Rennais. Ils ont dit Rennais crée peu, n'a pas de personnalité, tout au plus ils sont bien organisés. Kalimundo, joli costume de fantôme pour le carnaval, ils l'ont démonté. Il est présenté comme menace numéro 1. Il dit qu'il aime Inzaghi, mais il ne tire jamais et ne joue jamais avec la ligne de hors-jeu. Ils ont démonté toute l'équipe, quoi. Donc c'est surtout pour cette image, encore une fois, de la Ligue 1, et en plus de Rennes, qu'il avait joué un petit peu coup marketing qui était sympa. Ça peut être une guerre psychologique. Ça n'a absolument pas marché, et ça a été même, ils se sont pris le retour de bâton. C'est violemment en plus. Mon cher Nico, c'est déjà mort pour Rennes ? En tout cas, il faut un exploit là. On parle en plus de l'AC Milan. C'est contre Milan, c'est l'AC Milan. On parle de remonter 3 buts. On parle d'un championnat italien qui est en train de revivre petit à petit, avec ces grands clubs qui revivent aussi. Un gros club
qui mène déjà 3-0 à l'aller, oui, c'est pour ça, un peu par défaut, il dit on passe au championnat, et puis après la série contre le PSG, etc., il va dire on passe à la Coupe de France, et puis voilà, c'est comme ça. Ils jouent le Puy en Coupe de France, ça y est, ils ont un truc à jouer, hein. Après ils peuvent être en demi rapidement, mais bon, voilà, écoute, cette équipe du Stade Rennais a dû faire sans quelques joueurs pendant un moment dans le championnat, ils y reviennent, ils jouent cette Coupe d'Europe à fond, ils chambrent, bah voilà, petit retour de médaille, ça fait mal, mais bon, c'est comme ça fait partie de l'apprentissage aussi, même si Rennes, ça fait longtemps qu'ils apprennent en Europa League, mais apparemment les leçons sont pas toujours retenues, mais bon, écoute, en tout cas là, ils ont fait juste face à une équipe plus forte, point barre. C'est trop dur. Samir, c'est... Aucune chance. Tu les vois mettre 4 buts à Milan? Non, c'est pas possible. Enfin, j'ai répondu, j'aurais pas dit. Tu vois, j'aurais dû rester objectif, impartial. Non, mais c'est pas. Justement, c'est en étant objectif. Justement, si t'es Rennais, tu dis ouais, j'y crois, j'y vais, et puis je vais aller au Roison Park parce que j'ai acheté mon billet et que c'est trop tard. Marquer 4 et après, sans classer Milan, on marque un seul. Ouais. Non, bah on sait jamais ce que le foot, c'est le foot. Il y a déjà des équipes qui ont gagné 4-0 contre le Barça, et puis derrière machin. Mais après, derrière, on sait pas. Tu vois, on sait pas. Mais bon. On embrasse Otilio. C'était pour lui. Les amis, Benfica 2-1 contre le TFC. Un petit commentaire sur ce match, mon cher Sabir? Benfica, ils sont expérimentés dans ces compétitions-là. Donc, à Toulouse, il n'y a que 2-1. Mais je vois quand même Benfica passer. Par rapport à l'expérience qu'ils ont dans les compétitions européennes, Toulouse, ils vont essayer de bien finir en Ligue 1. Non, je ne les vois pas passer. Je vois Benfica. Mon cher Nico, Benfica 2-1 contre Toulouse. Est-ce que Toulouse pourrait passer au match retour? Disons qu'il y a un peu plus de suspense, on verra bien. AC Milan-Rennes, oui. Oui, merci. C'est ça. Après, un Toulouse en demi-teinte par rapport à ce qu'ils ont montré face au FC Nantes, ce qu'ils ont montré là face à Monaco. C'est pareil, c'est une équipe qui a du mal avec un peu à l'instar du FC Nantes aussi l'année dernière, de jouer une Coupe d'Europe avec un effectif un peu plus limité. Il y a un moment, les limites vont se faire sentir. Ça commence déjà là. Et Benfica, attention, c'est une équipe redoutable. Donc ça va être tendu. Ils ont une petite chance à domicile. Mais je vois quand même le Benfica passer. Morgane? Et tu parlais du FC Nantes tout à l'heure. En fait, Toulouse fait exactement ce qu'a fait le FC Nantes l'année dernière. Mais alors, et même au niveau des buts encaissés, c'est-à-dire que le tombeur du FC Nantes la dernière fois, c'était Di Maria, et là, qui a marqué sur penalty, c'était Di Maria. Donc, s'ils sont à l'image du FC Nantes l'année dernière, ils sont capables d'aller peut-être chercher une victoire. C'est vrai que moi je trouve que même si les résultats sont pas là, Toulouse, même si voilà, personnellement je suis pas fan de l'équipe, montre du beau jeu. Les actions sont belles, ça va pas tout le temps au bout, mais même face à la défaite contre Nantes, franchement, ils déméritaient pas. Il y avait du beau jeu, honnêtement. Pourquoi tout ramener à Nantes, les amis? Parce que je suis plus expertisé moi de mon côté sur ce club-là. Mais encore une fois, pas que pour ça. C'est parce que vraiment, ils gagnent leur place européenne de manière inattendue. C'est la première de leur histoire en finale de Coupe de France. Oui, derrière, le parcours est semblable. Ils vont assez loin en Europa League, ce qui est assez étonnant au vu de leur profil. Et ils font une Ligue 1 pourrie cette année, comme Nantes l'année dernière, et comme Nantes aujourd'hui aussi, mais comme Nantes l'année dernière surtout. Et là, tu dis, il faut leur souhaiter mieux en Ligue 1. On verra où ça va se terminer, parce que ça peut se terminer aussi relégable et jouer à la dernière minute, comme ça a fait avec Nantes. Donc, moi, je pense qu'ils font la même erreur que Nantes l'année dernière, si on peut appeler ça une erreur, parce que c'est tellement historique, tellement rare. Je pense qu'ils vont jouer le coup à fond, se fatiguer. Tant pis pour la Ligue 1. On va jouer à fond le coup, en espérant passer, parce que c'est historique, c'est rare. On le fera peut-être plus jamais dans les 10 prochaines années. Il faut qu'on passe le Benfica. Dernier match d'une équipe française en Liga, en Europa League, pardon, c'était Lens contre Fribourg. Il y a eu 0 partout. Le match retour. Et on peut nourrir quand même des espoirs pour les Lensois, non? Les 100 et or. J'ai regardé le match, je m'attendais à quelque chose de l'euphorie, j'ai vu le stade, je me suis dit, ils vont le faire, mais ça n'a rien donné. J'ai pas reconnu Lens, en fait. Et comme a dit Morgane, Fribourg, c'est plus le Fribourg d'avant, en fait. Donc,
Oui. Ils ont peut-être une carte à jouer. Ils sont 8e actuellement de Bundesliga. Ils ont terminé 5e l'année dernière. Si on parle de classement pur, Lens est 6e actuellement. Et effectivement, ils ont à la fois, comme tu l'as dit, c'est dommage parce que Lens, c'est un vrai public, c'est une vraie antre, c'est un vrai stade. Et malheureusement, ça n'a pas suffi pour gagner face à Fribourg. À voir à Fribourg, ils ont l'habitude de gagner aussi face au club français en Europa League. Donc, on va voir comment ça va se passer là-bas, quoi. Je mets quand même une pièce sur Lens, moi, pour passer pour ce coup-là. Moi, je trouve qu'ils sont solides quand même depuis 2 ans là. Ils ont répondu aux attentes qu'il y avait sur eux, je trouve. Nico, tu partages le même avis? Ouais, je suis d'avis avec les gars. Je pense que Lens a les armes. En tout cas, ça paraît bizarrement, malgré même le score de l'OM, l'équipe qui a le plus les armes pour passer ce tour-là, notamment parce que oui, Fribourg, tu l'as dit, c'est pas non plus l'équipe d'auparavant. C'est une bonne équipe de Bundesliga. C'est pas une mauvaise équipe, mais Lens paraît plus armé et psychologiquement au niveau des individualités. On verra bien, un match à surveiller, mais ça a l'air d'être la probabilité la plus favorable, en tout cas pour les clubs français. Belle anticipation, mon cher Nico, puisque j'allais poser la question. Après cette première journée de confrontation directe en Europa League, quelle équipe a le plus de chances d'accéder au prochain tour? Donc pour toi, c'est évidemment Lens. Oui, l'OM est pas loin derrière, mais comme je te l'ai dit, l'OM... je vais te dire ça, puis ils vont en prendre 3, donc je sais pas. Non, mais c'est dur de prédire les bons... Moi, je vois plus l'OM. Je vois plus l'OM que Lens. Je sais pas pourquoi. Je me dis c'est au Vélodrome. Ouais, je vois plus l'OM avant Lens. Je vois l'OM passer. Ouais. Plus l'OM pour Sabir. Il note. Ah, je note, là, c'est marqué. Je vois. Tu pourras pas t'échapper. Tu notes? Je note? Non. Alors écoute. Non, fais attention. Tu dis Rennes. Rennes, un quadruplé de Ludovic Blas et qui rentre qu'à la 70e. Côte à Alors, là, même moi, je vais être au stade. Plus sérieusement, je suis désolé, non, mais j'y crois pas. J'ai donné tous les arguments tout à l'heure pour Lens. D'accord, c'est Lens pour ce cher Morgan. Yes. Les amis, on va passer juste avant. C'est maintenant. On va passer sur l'affaire qui a un petit peu chamboulé les réseaux sociaux, l'affaire Nsue, les amis. Vous le savez, on a suivi avec beaucoup d'attention cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Emilio Nsue a été sacré meilleur buteur contre toute attente finalement, avec 5 buts, alors que son poste de prédilection, c'est tout sauf attaquant. Je veux dire, il a joué à droite, à gauche, milieu, défenseur, attaquant, etc. C'est la première fois qu'il évoluait en tant qu'avant-centre, il me semble. Il marque 5 buts pour cette compétition et, stupeur, le meilleur buteur de la CAN a été exclu de sa sélection aux côtés d'Iban Salvador. La sélection a annoncé mercredi la mise à l'écart pour raisons disciplinaires de ces 2 cadres. Alors, 2 points, ouvrez les guillemets. Des rumeurs circulent selon lesquelles les 2 joueurs auraient introduit des femmes dans leur hôtel à Abidjan et auraient même dérobé un coffre-fort appartenant à l'établissement. Voilà, ça c'est la version entre guillemets officielle de la Fédé. Maintenant, Nsue a tenu à répondre sur Instagram en compagnie de l'autre joueur, Iban Salvador, pardon. Voilà, lorsqu'il s'agit de la Fédé, il a dit 2 points, ouvrez les guillemets, ne faites pas comme si c'était mes mots, s'il vous plaît. Ces cancers, ces voleurs, ces menteurs et ces corrompus qui gèrent le football en Guinée équatoriale ont dérobé 1 million d'euros après la CAN au Cameroun en 2022, après que nous avions tout donné sur le terrain. Ils avaient promis d'injecter cette somme pour développer le football local. Nous n'allons pas nous taire parce qu'ils le veulent. L'argent qu'ils nous doivent, on ne l'a jamais vu. Quelle est votre réaction face à cette première citation, entre guillemets? Je trouve qu'il répond à côté de la plaque. Il répond pas aux accusations même qui... c'est pas des choses qui s'inventent et honnêtement hyper... Non mais c'était pas un live pour répondre directement aux accusations qui lui ont été faites, c'était plus pour se justifier. Et ça c'est un extrait d'un très long live, excuse-moi. D'accord, parce qu'il a sûrement déjà répondu, parce que j'ai pas vu le live, il a sûrement déjà répondu aux premières accusations, d'accord. Et mais je pense qu'il a dit ok, vous tirez sur moi, j'en fais de même. Je pense que voilà, c'est une question d'ego. Vous voulez me retirer, j'ai plus rien à perdre, j'y vais, je fonce dans le tas. Ouais, voilà. Moi, je crois plus le joueur que la fédération. Parce que quand il est venu pour le trophée, personne de la Fédé était avec lui, aucun drapeau même de pas la de drapeau, Guinée, ouais. rien du tout. Donc, moi, je crois plus à la version du joueur.
On parle d'une fédération corrompue depuis plusieurs années, dans un pays corrompu depuis plusieurs années. Ils ont un palmarès, hein. Ils sont 5e pays titre, plus corrompu. À ça du titre mondial, ils sont égalité avec la Corée du Nord, par exemple, tu vois. Pour te donner un peu l'état d'esprit de ce pays, la fédération fait partie un peu de ces problèmes-là. Souvent, il y a eu ce problème après le Cameroun, qui a été un peu étouffé parce que justement on n'a mis aucun joueur dans la panade, parce que tout le monde était entre guillemets d'accord et tout le monde s'est tu. Là, vu qu'il est dans la sauce, il se permet de relever un peu tout ce qui s'est passé, notamment les primes. Cette année encore, il y a un problème avec les primes, on ne sait pas où elles sont passées. Bon, bah, si c'est comme le fils du président qui a déjà vendu des avions aux Espagnols un peu par en dessous, on est dans un pays qui fait ça, hein. Le fils du président a déjà vendu un avion de son pays à Las Palmas, etc. Il a gardé l'argent dans sa poche. Voilà, quand je vous dis que c'est un pays spécial au niveau de la corruption, c'est spécial. Maintenant, il se passe des choses. C'est venu d'une soi-disant déclaration écrite du coach qui dément 2 jours après qu'il n'a jamais écrit ces mots-là. C'est compliqué de croire l'un ou l'autre. On peut pas se positionner parce que là, on n'a pas assez d'éléments. Forcément que, vu l'historique de la Fédé et l'historique du pays, on se dit, bon, il y a peut-être un problème et que Nsue, on est en train de l'écarter pour qu'il se taise. Il est en train de faire tout le contraire. Mais en tout cas, il y a une volonté sûrement autre que le football et ce qui s'est passé dans l'hôtel. Je préfère pas m'avancer parce qu'on sait pas. Il s'est peut-être passé des choses. Mais là, tu as tout le monde qui contredit, les coéquipiers, le coach. Ouais, ça commence à... C'est compliqué. Justement, tu parlais du sélectionneur Nicolas. Emilio Nsue a tenu à prendre la défense de celui-ci. Il dit « Notre sélectionneur, un des meilleurs d'Afrique, est menacé continuellement et victime de chantage. Ils veulent diviser le groupe. Un des kinésithérapeutes est un mouchard. Moi, ils m'ont humilié en Mondovision. C'est la plus grande humiliation de l'histoire de notre sélection. Ils veulent qu'on en vienne à jouer contre une sélection de joueurs de l'Aragon. Voilà le niveau de ces analphabètes et de ces voleurs. » Voilà, il ne mâche pas ses mots, hein, Emilio Nsue en tout cas. Et il a terminé ce live en disant le Nzalang continuera à vivre, le Nzalang, la Guinée équatoriale, pardon, mais pas tant que le président et ses sbires resteront au pouvoir. Promet de son côté Emilio Nsue, je suis prêt à mourir pour mon pays, je veux me battre pour ce peuple, la sélection est au-dessus de tout et de tout le monde, vive la Guinée équatoriale. Finalement, Emilio Nsue qui prêche la sainte parole, entre guillemets, en se rangeant du côté du peuple. Un discours un peu présidentiel presque. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. C'est votre avis là-dessus, sur cette dernière déclaration d'Emilio Nsue qui dit voilà, de toute manière, la Guinée équatoriale continuera à vivre, comme si... Mais je pense que Nico a tout dit. On peut pas s'avancer parce qu'on n'aura jamais, même dans quelques mois, tous les tenants et les aboutissants à partir du moment où il y a des chances que beaucoup de choses soient corrompues. En fait, ce qui est dommageable, c'est qu'aujourd'hui, on a le meilleur buteur d'une super compétition qui s'est bien passée, qui est aujourd'hui en difficulté, en tout cas au niveau de son image, et qui pourra plus jouer avec son équipe. C'est ça qui est triste, en fait. C'est ça qui est triste. On peut juste témoigner de ça pour lui, et puis en espérant que de son côté, il a vraiment rien fait de grave, mais c'est juste dommage pour cette équipe qui a fait la Guinée en termes de parcours à la CAN. Elle s'est arrêtée où déjà, la Guinée équatoriale? C'est 8e. Ouais, elle a passé les poules, ça c'est sûr. Je crois que c'est en 8e contre la Guinée. C'est dans la poule de la Côte d'Ivoire. Ils ont mis à 4-0 à la Côte d'Ivoire. Ouais, ça c'est sûr, on s'en souvient. Ouais, ça c'était fort. Mais ouais, c'est en 8e de finale qu'ils sont sortis. Là, ça montre une belle image au départ dans cette compétition, et puis derrière, ça gâche un petit peu tout. Parce que, en fait, quand dans une grande compétition, il y a le meilleur buteur de la compétition, il vient de ton équipe, même si t'as pas gagné, eh bien ça peut donner du baume au cœur. Le peuple peut motiver pour les années suivantes l'équipe nationale à faire encore mieux que des huitièmes de finale. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme ça a pu le faire pour d'autres équipes auparavant. Et c'est ça qu'on peut commenter, se dire c'est dommage la situation, c'est vraiment dommage. Juste avant de passer au gros match européen de cette semaine à venir, est-ce qu'on peut faire un petit point des 5 grands championnats, mon cher Nicolas, s'il te plaît?
Oui, tu veux savoir quoi? Ah, les premières places. Tu veux Qui joue savoir pour un le peu, titre? oui, bah écoute, on peut déjà faire un focus sur l'Angleterre. Il s'est passé des choses intéressantes cette dernière journée. On a vu notamment le trio de tête affronter plusieurs clubs. Notamment, il y a eu un intéressant City-Chelsea qui s'est terminé sur un match nul. Clairement, si on en revient au championnat et au classement, je vais te trouver ça dans quelques secondes. Tu m'as pris de court. En fait, non, mais c'est ma faute, c'est ma faute. J'ai mal joué. Tu veux que je me mette un carton? Regarde, tu sais quoi? C'est pour toi, mon cher Nico. Vas-y. Merci. C'est beau. Carton. Écoute, pendant que tu bosses, voilà. J'en reviens au classement. Il prend dépourvu ses coéquipiers. Des passes appuyées. Voilà. Avec le carton, encore une fois, d'Arsenal qui enchaîne les cartons. Liverpool qui reste en tête. On n'est pas d'accord sur le titre. Voilà, c'est pour Liverpool. Moi, alors j'ai envie de voir Arsenal gagner, en tout cas par rapport à la manière de jouer. Liverpool, pour faire un point pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, Liverpool est premier avec 57 points. Arsenal est deuxième avec 55. City avec un match en moins et troisième avec 53 points. Maintenant, Aston Villa commence à être décroché, mais ils ne sont que à 49 points. Mais le titre devrait jouer entre les trois premiers. Surtout qu'il y a des confrontations directes, notamment entre Liverpool et City qui arrivent. Donc, on va voir comment ça va se passer. Le bas de tableau, j'allais dire le bas de tableau, on parle de Manchester United. Aïe. Je vais dire une bêtise. Ils sont 7e là. Mais ils sont 7e, ils passent 6e là pour l'instant. Ils sont en train de mener face à Luton. Je crois que c'est fini. C'est terminé. Ouais. Donc ça devrait les faire passer 6e. Il faut surveiller ça de près, ça va être une lutte acharnée jusqu'au bout, il y a encore des grands matchs à jouer pour les deux clubs. Moi, je veux voir Arsenal parce que je trouverais que l'ensemble de la saison mériterait de récompenser cette équipe d'Arsenal sur le fond de jeu, sur ce qui a amené Arteta, malgré le coup de mou, mais c'est ça qui va peut-être leur porter préjudice. Ce petit coup de mou de un mois et demi est en train de leur faire un petit peu mal. Ils sont en train de rattraper leur retard. Je les vois meilleurs que Liverpool et passer la tête, un petit bout de nez sur la ligne d'arrivée à la fin du sprint. On verra, cher ami, on verra le résultat. Mais en tout cas, très intéressant cette fin de saison Première Ligue, encore une fois. Je vais te laisser chercher le résultat le podium pour la Liga, mon cher Nicolas. Et en attendant, moi, je vais demander à mon cher Morgan ce qu'il pense de cette Première Ligue et qui il voit en premier à la fin. Oh non, je les laisse se battre entre deux. Hein. Ah bah, il faut rentrer. Il faut se mouiller là. Là, c'est maintenant. Non, j'ai pas mouillé ma tu peux dire City, tu peux dire City. Attention. Si c'est pour Klopp. C'est risqué. Non, je m'avancerai pas sur le sujet. Non, honnêtement, écoute, je vais les laisser eux deux se battre ensemble et comme ça, je pourrais pas dire t'as pris parti pour le perdant. Non. Prends pas de risque. Donc au banc en touche côté Morgan, ce sera Arsenal. Et du coup, alors la Liga, le Real est en tête, mais ils ont fait match nul cet après-midi face au Rayo Vallecano grâce à un but notamment de Rosselló. Mais le Real est en tête. On attend le match de Gérone qui aura lieu demain. Mais ils ont 6 points d'avance malgré ce match nul. Attention, rien n'est joué. Si Gérone gagne demain, ça changera la donne, entre guillemets, parce que le Real semble quand même dominer ce championnat. Voilà, c'est ça. Donc, le calendrier est aussi favorable au merengue. Donc, ça sent bon pour le titre, en tout cas, sachant que le Barça est à 54 points, le Real est à 62, pour vous préciser. Oui. Gérone est à 56 avec un match en moins. Le Barça est à 54. Malgré son carton du week-end, l'Atlético est à 51. Voilà, la route est tracée. Qu'est-ce que c'est dur de regarder Barcelone. Courage. Ouais, franchement. Et vous, mon cher Morgan, cette fois-ci, est-ce que tu peux te mouiller? Est-ce que tu peux... Non, mais je me dis, là, avec le Real qui a déjà une avance, est-ce qu'il peut dire que le Real va gagner? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est le Real. Largement, on n'est pas sur une avance à la Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain en France. Mais pour moi, le Madrid, très clairement cette année. C'est pour eux. Autant pour l'Angleterre, je vous le laisse. Autant là pour... Il va prendre la Première Ligue et il va venir au Barça. Du coup, ça y est, le championnat de Liga est déjà joué. Ouais, pour moi, Real Madrid gagnant. Le Barça est trop loin. Il y a trop d'avance. Même ce qu'il propose, le Barça, c'est très dur de regarder. Et même, je sais pas vous, mais le Real de Madrid, je les vois mal baisser en cadence en fait. Au contraire, je sens que, je sais pas, la saison en février... On parle d'un club qui monte toujours en puissance en février, notamment pour les matchs couperets de Ligue des Champions. C'est toujours un club, en plus d'habitude,
dont se dit c'est ce club-là, ils ont toujours un passage à vide, et notamment c'était aussi, ça correspondait au passage à vide de Cristiano Ronaldo, souvent décembre, janvier, c'était le mauvais moment entre guillemets, et puis en fait ils étaient toujours là malgré les blessés, malgré les blessures, ils arrivent toujours, etc. Si Bellingham il est pas là, Brahim Diaz il est là, c'est ça. Il y a une profondeur de banc chez ce Real qui fait très très peur. Ils sont forts et surtout la concurrence n'est pas là, donc écoute, le chemin est ouvert, quoi. Mais pour le Barça, c'est pas au niveau des joueurs, hein, c'est le coach. Parce que le Barça a une équipe quand même. C'est Xavi qui est à blâmer. Pour moi, c'est... Côté Sabir, puis c'est un Barcelonais qui vous le dit. Oui, j'arrive pas à comprendre Koundé, un joueur arrière droit, un joueur défenseur central. Il nous ramène le numéro 6, là, Roméu, là, ou je sais plus comment il s'appelle. Au bout de 30 minutes, il le sort lors d'un match. Rafinha, on dirait un Islandais, c'est pas un Brésilien, tu vois. Mais Ferran Torres, 60 millions d'euros. Non, mais je veux dire, c'est lui qui a choisi ses joueurs, tu vois. Il te dit qu'ils sont en crise, qu'ils ont pas d'argent, mais ils achètent des joueurs à 60 millions, à 70 millions. Donc, j'arrive pas à comprendre Xavi. Il va repartir dans le golf. Il va entraîner là-bas et puis il va faire un palmarès. Alors, juste avant de revenir sur les gros matchs européens de cette semaine, on va faire un petit point sur la Bundesliga quand même. Écoute, là, ça semble bon, c'est pas terminé, on est à la 22e journée, mais quand même, il y a 8 points d'avance depuis ce week-end. Et le résultat de cet après-midi, on rappelle que le Bayer Leverkusen a gagné hier à Heidenheim grâce à Frimpong et Adli 2-1. Et qu'aujourd'hui, alors ça vient de se terminer, je crois, à l'instant. C'est surprenant, donc on est sur un live de chez Live, même pas, c'est encore, il y a 14 minutes d'arrêt de jeu pour l'instant. C'est incroyable. Il y a 3-2. 3-2 pour Borum, malgré que le Bayern est mené à la 14e grâce à Musiala, mais ensuite Asano, Schotterberg et Stoger sur penalty ont marqué les 3 buts pour le Borum. Kane a marqué à la 87e, mais ça devrait pas suffire. Donc ça veut dire que au classement, il y a 8 points d'avance entre Leverkusen et le Bayern. Ce qui est le plus inquiétant, c'est même pas les 8 points d'avance, c'est le visage du Bayern. Deuxième carton rouge pour Upamecano cette semaine. Il a encore un carton rouge là. Il en a pris un là, c'est catastrophique. Vraiment aller-retour, quoi. T'as un débat Turel avec Otilio à mener bientôt. Oh que oui, ça je pense que... Mais là, ça va être électrique sur le plateau des remplaçants. Son avenir, ça commence à sentir mauvais. Il y a le match face à la Lazio qui a pas été bon du tout. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va sauter maintenant, après, on sait pas quand. Mais qui surtout? Et qui tu vas prendre? Mais surtout, voilà. Tu vires Nagelsmann, on comprend pas pourquoi. Tu prends... On est à moins de 10 journées de la fin et il y a 8 points d'avance avec ce visage-là. Ça paraît aussi clair du côté de la Bundesliga. Alors, les amis, on va évoquer quand même les matchs de ce mardi en Champions League et on va donner nos pronos. Vous pouvez me donner l'allure du match, mais moi j'attends un score, les amis. Inter contre Atlético. Sabir. Je vois un bon match nul. Diego Simeone bon match nul, met 2 buts. Ouais, je vois un match nul. Ouais. Franchement, là, c'est le match qui... J'ai pas trop... Je préfère regarder PSV Dortmund. Ah ouais? Ouais, ça va plus jouer au ballon, je pense. Il y a un City Brentford si tu veux ce soir-là. Il me dit pas trop le Inter Atlético là. Je vois El Cholo sur le banc, un 5-4-1. Non. Un score, s'il te plaît, mon cher Sabir. 1-1. Ouais, je vois un 1-1. Inter Atlético. Nico? Moi ce soir-là, je regarderai City Brentford parce que j'adore Brentford. Mais c'est lequel là, Atlético? Inter Atlético, ouais. Allez, je mets l'Atlético sur la forme du moment pour ce match-là. Un petit score à me proposer ou juste l'Atlético, on est content? Un score à l'Atlético Madrid, même s'ils viennent de gagner 5-0 ce week-end, ça leur correspond pas. Donc on va plutôt face à l'Inter mettre un 1-0. J'ai anticipé. Hein. Tu m'as dit score à l'Atlético. Mon cher Morgan. L'Inter, depuis le début de saison, c'est solide. C'est très solide et je pense que... non mais merci de le dire. Parce que... Je pense qu'ils vont le prouver là en Champions League et malheureusement pour l'Atlético, ça sera pour moi ni un nul, ni une victoire de l'Atlético, mais une victoire de l'Inter. Une victoire de l'Inter... ça va être difficile. Ça marque beaucoup quand même. Hein. Ça marque beaucoup. Après voilà, c'est contre l'Atlético. Allez, 2-1. 2-1. Pour ce cher Morgan. Ouais, 4e l'Atlético quand même d'Espagne, c'est pas rien en face. Ça joue. Mais je vois pas le Cholo ouvrir le jeu face à l'Inter, sachant que c'est la finale de Ligue des Champions qu'ils font l'année dernière. Là en Serie A ils ont des bons résultats l'Inter. Non, je vois un match nul. Franchement,
Passons à la suite, les matchs de Champions League de ce mercredi il y a PSV Dortmund quand même qui est le match le plus attendu par Sabir de ce mardi. Ouais. Alors du coup, tu vois quoi entre ces deux formations? 2-1 pour PSV. Ouais, je vois le PSV à la maison. J'aime bien comment ils jouent. Dortmund ferme jamais le jeu. Donc ouais, je vois le PSV. 2-1. Nico? Ouais, je vois le PSV aussi s'imposer. Non, mais on a un bon PSV Eindhoven cette saison. Donc je les vois passer devant. Il y a aussi quelques retours de la CAN en plus. Donc je pense que l'équipe de Peter Bosz, on l'oublie. Mais ancien entraîneur de quel club en Ligue 1 de Lyon? Sûrement un très grand club. Je veux pas. Tout était de la faute de ce coach-là, c'est ça? Ce PSV qu'il en a fait en Ligue 1. Et je les vois s'imposer aussi face à Dortmund. 2-0. 2-0 pour Nico. Morgan, alors, PSV, Dortmund. Je sais que c'est un peu méchant de comparer les différents championnats. Il y a quand même une différence de niveau entre les deux. Les Pays-Bas sont plus forts. Ouais. Hein. Au moins, non, mais par exemple, tu vois, le PSV a encaissé que 10 buts cette saison, tu vois. Et c'est pas normal dans un championnat de football, normalement, gros championnat. Donc là, c'est difficile de jauger par rapport à Dortmund, mais c'est vrai que Dortmund encaisse beaucoup en ce moment, donc ça laisse quand même une petite ouverture pour le PSV. Moi, j'ai misé un nul. La prise de risque. Avec des buts, ouais, non, mais un partout. Ah. Intéressant. Un partout pour ce cher Morgan. Évoquons maintenant les matchs de mercredi. Les amis, première affiche, Porto, Arsenal, un des clubs de cœur de ce cher Nicolas, et on va le laisser prendre. Non, c'est vraiment. Non, c'est juste qu'une équipe qui me séduit. C'est l'étiquette qu'on t'a collée, Nicolas. Non, mais j'ai envie qu'Arteta gagne quelque chose avec sa manière dont il fait progresser le club. Ça sera peut-être pas la Ligue des Champions, ça c'est sûr, mais en tout cas, non, face à Porto, ça va passer. Ça devrait passer aller-retour. Attention, ça reste une équipe portugaise à domicile. On sait très bien comment ça se passe d'aller jouer à Porto. C'est jamais simple. Ça reste que c'est pas le Porto des années précédentes, même des années encore plus récentes. Je vois Arsenal qui est sur une énorme lancée, qui met minimum 5 buts par match. Je les vois pas en mettre autant, mais je les vois sûrement encaisser parce qu'ils vont sortir même à Porto. Porto a quelques atouts offensifs. Allez, je vois un 2-1 pour Arsenal. 2-1 pour Arsenal pour ce cher Nicolas. Sabir? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je vois un 2-0 pour Arsenal. Porto, je les vois pas terribles cette année. Je les ai regardés en championnat. Ils sont 3e. Je vois Arsenal haut la main pour ce match-là. Morgan. Oui, ça marque pas beaucoup Porto. Mais moi, je mettrais pas de but effectivement de Porto pour le coup. Et puis Arsenal qui plante. Clairement, pas 5, mais 2, c'est vrai que c'est pas mal. Ça sonne bien. 2-0. Ouais, tout à fait, ouais. 2-0. On va passer au match qui intéresse particulièrement ce cher Sabir. Bah là, si Xavi gagne pas à Naples, qui est 9e Barcelone, de Serie A. les amis. Ah là, je peux. Déjà, j'ai du mal à les regarder, mais là, non, franchement, je vois Barcelone gagner 1-0, pas plus. Pas plus. Naples est 9e, propose pas grand-chose. Il récupère Osimhen, du coup, j'imagine. Oui. Mais je vois quand même Barcelone. 1-0. Nicolas. Alors là, mon ami. Je sais pas quoi dire. Non, mais en fait, c'est compliqué parce que c'est deux équipes en crise. C'est ça. Ouais, c'est difficile à jauger, mais du coup, laquelle est en plus grande méforme. C'est compliqué. Qui va être moins en méforme que l'autre sur ce match-là, qui va aller sur les individualités, même si Osimhen revient là. Oui, je vois Barcelone passer sur l'ensemble des deux matchs, mais ce match à Naples, c'est très dur à pronostiquer. Bon, je vais dire un partout parce que vraiment j'en ai aucune idée. Mais c'est un match intéressant à regarder, je pense, justement. Même, c'est une belle affiche sur le papier. Oui, mais bon, si vous voulez voir du foot, regardez Porto Arsenal. C'est pas le Naples de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, quoi. Oui, c'est ça. Morgane. Le Barça, ça encaisse beaucoup en ce moment. Naples un peu moins, même s'ils sont 9e, et c'est à Naples. Et j'ai envie qu'il y ait une petite surprise quand même, et j'ai envie une victoire de Naples toute simple, 1-0. But 2, va jusqu'au bout. Zidane. J'ai pas de buteur. Non, c'est pas grave, tu t'en tires déjà. Après, très bien avec 1-0. Luton, si vous voulez regarder la première ligue à la place, ça sera bien aussi. On va évoquer également les matchs à venir des équipes françaises en Ligue Europa ce jeudi. Il y aura Fribourg-Lens,
Votre petite prono, puisqu'on a dit tout à l'heure que Lens était le mieux parti, était entre guillemets le plus grand espoir français en Ligue Europa. Je dirais un 2-1 pour Lens. 2-1 pour Lens. Je vois Lens. Fribourg marquer. Et Lens aussi. J'espère que Wai va se réveiller un peu. Parce que là, il a déçu même à Lens, mais je pense qu'il va se réveiller. Nicolas. Je vois un 3-1 pour Lens. Je pense que Lens va faire la différence. Voilà, sans grande conviction, mais en attendant, c'est pour gagner tout simplement. J'ai pas d'idée plus que ça. D'accord. Il a piqué mon score. 3-1, c'est exactement ça. Mais vous vous mettez d'accord avant l'émission. En fait, c'est un 2-1 compliqué à aller chercher. Et puis dans les dernières minutes, voilà. Avec Fribourg qui sort, ça sent l'équipe allemande qui sort, qui joue. Voilà, on y va comme ça. On continue avec Rennes AC Milan. Est-ce que ça va être la fin d'une tôle ou Milan, ils vont jouer à la sécurité. Hein. Je vois un 0-0 ou un 1-1. Ouais, mais un 1-1 quand même. Mais un 1-1, ouais. Tu vois quand même une équipe je vois marquée, que Milan donc vont venir, tu vois match nul. Voilà, pas plus. Ils vont pas essayer de gagner. Nico, Rennes AC Milan. Je suis tenté de dire qu'il va y avoir le même score au retour. J'ai jamais vu les Rennais transcendants à domicile en Coupe d'Europe. Jamais ils ont fait d'énormes différences, même au Roison. Donc écoute, allez, on va mettre 3-1 pour que les supporters rennais soient contents, mais je vois Milan encore largement s'imposer au Roison Park. Tu les vois mettre leur équipe type ? Qui ? Le Milan à Rennes. Mais même sans leur équipe type. Ouais. Pardon. Non, moi je les vois jouer la sécurité, tu vois. Pas prendre de risques. Mais est-ce que du coup Rennes aussi va jouer le coup à fond, sachant que Stéphane a dit qu'ils étaient éliminés J'ai du mal à croire aussi que c'est un peu jouer avec le 11 ouais, mais non. Ouais, après, il faut être aussi intelligent. Si tu veux jouer avec le calendrier qui va commencer 3 jours après, si tu mets ton équipe type en pensant, parce que ça veut dire qu'en plus, si tu mets ton 11 type face à cet AC Milan, ça veut dire que tu joues à 300%. Parce que ça veut dire que tu dois aller chercher 4 buts. J'arrive pas à y croire. Après, bon, écoute, on verra. Hein, parce que c'est peut-être un magicien, Stéphane. Dans ces matchs comme ça joue dans les premières minutes. Si Rennes, par le plus grand des hasards, marque dès les premières, genre une ou deuxième, il peut se passer quelque chose dans les têtes. En Italie, ils vont être tranquilles. Ils vont jouer vraiment tranquille, limite mettre l'équipe bis, quoi, en mode on s'en fiche, quoi. Mais c'est là où il y a un risque, parce que si derrière Rennes marque tout de suite, ça peut remotiver les troupes et dire attendez, il se passe un truc là. Puis il y a le deuxième derrière, au bout de la 10e minute, et t'enchaînes. Donc le 3-1, c'est pas si bête. Alors moi, je partais quand même plus sur une défaite, une victoire de Rennes 2-1, mais qui fait que derrière, ça ne suffit pas pour que ça se qualifie. Mais pour l'honneur, et je pense qu'au bout du deuxième, il y a 2-0 pour Rennes. Derrière, il fait rentrer des joueurs, bam, ça bastonne, et il remarque, et ça casse les jambes et les espoirs rennais, et puis voilà. Et on termine là-dessus, mais ils auront gagné contre l'AC Milan, et ça sera déjà beau pour eux. Toulouse, Benfica, les amis. Le prono de ce cher Sabir. Je vois Benfica gagner. Le même résultat qu'à l'aller. C'était 2-1 2-1, ouais. Je vois le même résultat qu'à l'aller. Je vois pas Toulouse sortir Benfica avec l'expérience qu'ils ont. Ils sont leaders de leur championnat. Je te suis. Il y a plus de certitude. 2-1 pour ce cher Nico. Morgane. Surprenant Toulouse, moi je pense que je continue à dire qu'il y a du beau jeu. Il y a du jeu chez TFC. C'est à Toulouse, le public est d'autant plus encensé depuis la victoire en finale de Coupe de France écrasante. Je pense honnêtement qu'ils vont être chauds parce que ils savent et que c'est peut-être le dernier match historique et que ça se reproduira pas avant au moins 10 ans ou je ne sais combien d'années. Donc je pense que le public va pousser à fond. Moi je pense que ça va aller aux prolongations. Qu'il va y avoir un 1-0, un délire comme ça, et que ça va aller aux prolongations. Et tu les vois pas accrocher la victoire, la qualification au bout de la prolongue. Si je vois Toulouse passer, mais j'arrive pas à avoir un score. Je verrais bien 1-0 au bout de 90 minutes, et puis après c'est des prolongues, quoi. Ça peut même se gagner au péno. Hein. Franchement, moi j'irai au péno, moi. J'irai, ça passe au péno. Il joue cool le week-end d'après. Il joue Lille, Toulouse. Ok. Dernier match de cette Ligue Europa, jeudi, Marseille, Shakhtar, les amis. Je vois Marseille au Vélodrome, 2-0. 2-0, intraitable. Ouais, intraitable au Vélodrome, je vois pas... J'ai trouvé très faible le Shakhtar quand même, hein. Même si Marseille, ils ont fait n'importe quoi. Je vois Marseille 2-0 au Vélodrome. Nico, quel score vois-tu pour ce match retour ? Le match que tu avais commenté sur le plateau de...
Comme je disais, c'est assez illisible comme rencontre aussi, mais bon, allez, si vraiment je devais pencher vers une équipe, je dirais que c'est l'OM qui va s'imposer. Je vais dire ça va être chaud. Ça va être chaud, mais je vois bien un peu le même scénario que Rennes, pas que Rennes, que Fribourg-Lens en fait, dans l'autre sens, avec un Shakhtar qui va jouer. De toute façon, ils jouent tous leurs matchs à l'extérieur, donc ça change pas grand-chose pour eux. On sait aussi que c'est une équipe, il y a toute une histoire géopolitique autour, avec une équipe qui porte un peuple, etc. Donc je les vois quand même s'arracher, ça va être dur, mais je les vois trop sortir, et franchement, il y a des failles derrière dans cette équipe, et de ce que j'ai vu de Quentin Merlin, d'Aubameyang, ça doit passer par la gauche et doivent gagner. Maintenant, je vais te dire 3-1 aussi, parce que je pense qu'il peut y avoir le même scénario que tu as évoqué, Morgan, à Fribourg. Morgan, tu voulais la parole. Nico a super bien analysé le match aller tout à l'heure, et je pense que ça s'est joué, ce match nul à l'aller, sur des erreurs, et des erreurs bêtes, simples, qui auraient pu être corrigées et qui vont être corrigées au match retour. C'est à la maison, ils vont travailler là-dessus. Effectivement, les deux meilleurs joueurs au match aller, c'était Aubameyang et Quentin Merlin. En tout cas, c'est eux qui ont eu les meilleures notes, même si défensivement Merlin c'était un poil plus compliqué, mais offensivement, le peu d'occasions qu'il a, où il se lance, c'est hyper dangereux. Si vraiment ils ont réussi à pointer du doigt ça, s'ils ont réussi à l'analyser et ils lui disent allez, sors-toi les doigts, vas-y, parce que honnêtement, à chaque fois que tu y vas, il se passe des dingueries. Il a encore fait une passe décisive il y a pas si longtemps. Il y a moyen d'être vraiment dangereux. Moi, je vois vraiment une victoire de Marseille. Ça passe contre le Shakhtar. On va dire que le match nul, c'était un match nul pour la forme, malgré ce qui se passe en géopolitique avec le Shakhtar. Je pense vraiment victoire de Marseille. On va dire ils encaissent tout le temps, Marseille, ils encaissent tout le temps des buts. Est-ce qu'on ferait pas ça beau avec un 3-1? Vraiment, ça plante. Beau jeu. 3-1. 3-1, c'est exactement ok. Les amis, on en a terminé avec les grandes rencontres européennes de la semaine prochaine. On va passer à la Ligue des Champions CAF, les amis, puisque vous le savez, la CAN 2023 c'est terminé. Vous avez eu la chance de la vivre sur le plateau des remplaçants, avec le sacre notamment du pays hôte de la Côte d'Ivoire. Maintenant que la coupe est terminée, les compétitions internationales africaines, elles, reprennent, et notamment la Ligue des Champions CAF qui aura lieu ce vendredi prochain. Donc voilà, je vous donne les affiches. On aura Al Hilal contre Petro, on aura ASEC Mimosas contre Simba, Jwaneng Galaxy contre Wydad, Medeama contre Al Ahly, Nouadhibou contre Mamelodi RSA, Mamelodi qui est le club de Ronwen Williams, vous savez, le gardien sud-africain qui a fait sensation durant cette Coupe d'Afrique des Nations. On a Mazembe contre le FC Pyramide, il me semble, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est bien ça. Young Africans contre Belouizdad et l'Étoile Sahel contre Espérance Tunis, les amis. C'est quel match qui vous hype le plus là? Moi, je suis marocain, donc ça sera le Wydad. Oui, ils sont en crise. Le président, il va peut-être aller au trou. Donc, je vais regarder le Wydad. Mon cher Nico, quel match te hype là-dedans? Bon, il y a un petit derby de Tunisie qui doit être intéressant à suivre, mais le petit Mazembe Pyramide aussi devrait sortir un leader et un favori. Donc, il y a des choses intéressantes dans ce match-là. Parce que Mazembe a déjà joué une finale de la Coupe, exactement, la Coupe des clubs, face à l'Inter. Mon cher Morgan, quelle rencontre te hype le plus de toutes ces rencontres que j'ai précédemment citées? Moi, c'est ça que j'aime bien dans cette émission, c'est que là, moi, je suis plus dans la découverte, parce que ce championnat-là, je ne le suis pas de base. Et c'est pour ça que ça s'appelle On Deck, puisque on découvre sur cette émission, tout simplement. Excuse-moi, je t'ai coupé pour. Voilà. Et ben, non mais du coup, je vais me chauffer à essayer de regarder un des matchs, mais effectivement, j'aimerais bien essayer de suivre via une personnalité, un joueur par exemple comme celui que tu as cité, pour après le suivre dans les compétitions internationales, voir un petit peu que ce soit un Égyptien ou un Ivoirien, pour voir après comment ça se passe pour la prochaine Coupe du Monde, etc. Si je serais content de le revoir, quoi, dire putain, je l'ai vu sur ce match-là. C'est bien de s'intéresser aux autres compétitions internationales comme ça, plutôt que tout le temps la Ligue des Champions européenne. Non, mais c'est vrai qu'on fait une fixette, il y a d'autres compétitions quand même, comme cette Ligue des Champions CAF. Voilà, les amis, il me semble qu'on a fait le tour. On va passer
au moment que vous attendez tous, les amis, je le sais. On y est. C'est ce moment. Vous êtes là pour ça. C'est le quiz, les amis. 5 petites questions. Rien de bien méchant, mon cher Sabir, je te vois. On m'a pas inquiet. prévenu qu'il y avait un quiz. Oui, donc contrôle surprise, vos stylos. C'est pas évité. Les amis, ça va être très simple, très rapide. 5 petites questions et elles portent sur les thèmes que nous avons précédemment évoqués. En plus, les tricheurs sont pas là aujourd'hui, donc Oui, on voilà. va pouvoir jouer normalement. C'est qui les Kilo, tricheurs voilà, je donne pas de nom, mais quand On même. donne pas de nom. Mais ils sont pas là. Il est capverdien. Donc, Ça peut être son frère. c'est fait son frère. Les amis, première question. Face à quel club français, en 2018, Kylian Mbappé a marqué un quadruplé en 13 minutes, ce qui lui a valu la une de Forbes? On est nuls, putain. Un très grand club. Un très grand club, il a marqué. Non, attends, te pardon. fais pas avoir. C'est pas le FC Nantes. Non, bah non. Bah, je connais Lyon. C'est l'Olympique Oh, Lyonnais, bravo. les amis, Bravo. face à Lyon. Victoire 5-0 du Paris Saint-Germain. Il avait mis un quadruplé en 13 Ouais, à la minutes. fin de match, c'était n'importe quoi. Il nous avait éteint. Bravo à lui, en tout cas. Après, deuxième question. Donc, premier point pour Sabir. Bravo, Sabir, qui soigne son entrée C'est beau. chez les remplaçants. C'est beau. Comme quoi, tu étais inquiet, finalement. Il n'y a pas de raison. Après son but contre Nantes cette semaine, Kylian Mbappé en Ligue 1 cette saison, c'est combien de buts? 21. 21 buts. C'est 22, non? Ah non, ils l'ont mis à jour. Oh putain. Aïe, 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 aïe. Le petit, il faut appuyer sur mise à jour là, en haut à gauche. Non, mais c'est que j'ai vu Rafraîchis la tout à page, l'heure. Morgane. J'ai vu Rafraîchis la page. Non, j'ai vu pendant l'émission, mais ils l'ont mis à. Je pensais que l'équipe, il y a toujours un petit temps de latence avant qu'ils mettent à jour, et je pensais qu'ils l'avaient pas fait. Punaise. Sabir qui prend la tête de ce quiz avec déjà 2 bonnes réponses sur 5. Troisième question, les amis. Quelle légende du Real de Madrid Kylian Mbappé a-t-il dépassé en termes de buts inscrits en Champions League? Raoul. Exactement. Il a dépassé Raoul qui avait 43 buts au terme de sa carrière Yes. avec le Real de Madrid. Kylian Mbappé qui porte son compteur désormais à 44. Donc bien joué Nicolas qui marque son premier point. Allez. Alors celle-là par contre elle est compliquée. Celle-là si vous l'avez, je suis presque prêt à vous donner 2 points. Dans quel club espagnol a évolué Emilio Ensue durant la saison 2009-2010? Il est en Espagne toujours, mais il est en 3ème division. Voilà, c'est pas tout à fait... Ça vaut un point, ça. Non, mais petit rapport avec, disons, le PSG. Petit rapport avec le PSG, petit rapport avec... Bon, Madrid, C'est non. C'est je sens. Valecano. c'est non. Petit rapport avec le PSG. Ah, Petit faut aller le rapport. chercher, mais quand je vais vous le dire, ça va être évident. D'accord. Il reste plus que moi là, c'est ça? C'est ça, il reste plus que toi. Je donne la réponse après ta réponse. D'accord. Petit rapport. Malaga. C'est non. C'était la Real Sociedad, Ah, les on amis. est Ah, Ah, il a joué On est à pas la Real bon. Sociedad. Et oui, durant la Il y saison avait un 2009. gros rapport avec le PSG. Bah oui. Oui, mais on s'est dit quand même. ah, j'avais dit Madrid, c'est pour ça, j'ai tenté moi. On l'a sous-estimé, le pauvre. Ouais, je le voyais. Ouais, mais- En Champions League. Dernière question du quiz, les amis. Et voilà, on a toujours la possibilité pour Nicolas de rejoindre Sabir au classement. Morgane, on attend toujours les premiers points. Ah bah oui, bah ça a commencé là. En Champions League, Manchester City s'est imposé face au FC Copenhague sur le score de 3-1. Ce résultat fait entrer le FC Copenhague dans l'histoire. Pourquoi? Là, ça vient de loin. Un nombre de défaites à la suite, non? Non. Accumulé. Le FC Il Copenhague. s'agit d'une première. 3-1 le résultat final. Hein. 3-1, résultat final en faveur de Manchester City. Donc, un but pour le FC Copenhague. Est-ce que c'est peut-être la première fois qu'il marque à ce stade de la compétition chez eux? Tu es extrêmement proche, mais ça englobe encore un peu plus. Je vais te compter le point, mon cher Nicolas. C'est le premier but d'une équipe danoise en 8e de finale. Tout Ouais, mais simplement. c'est pas pareil. en là. Ligue des Champions. Copenhague, Danemark. Vous l'auriez pas eu. Oh, Vous non. l'auriez pas eu. C'est surtout pour ça. Et donc, Nicolas qui rejoint
Oh, contre toute Je attente. suis vraiment le Real, je suis aidé par l'arbitre. Deux Merci. partout entre Sabir et Nicolas. Finalement, bon bah Morgane, grand Ah oui, perdant, bah, moi. c'est finalement. Je suis Mais content. tu ne moi. départages pas là Alors il y a pas de. Alors, oh, j'ai une. Ah, vous voilà. voulez une question Oui, mais vous allez pas oui, la voir. oui. Vous allez pas la voir. Ah bah tu nous sous-estimes déjà. Qui a marqué durant ce match pour le FC Copenhague? Ouais, ça on l'a pas. Merci. C'était Magnus Madsson, les amis. Magnus Madsson. Oh, très bien joué, Nicolas, pile dans les temps. Bon, voilà, deux partout entre Sabir Ok. et Nicolas. Cette édition des remplaçants, les amis, est terminée. Merci d'avoir été avec nous. Merci Nicolas, merci Morgane, merci Merci à Sabir toi. d'avoir été avec nous. En attendant, on se retrouve une très prochaine fois sur le plateau des remplaçants. Et en attendant, portez-vous bien, les amis. Allez, Salut. ciao. Salut.